Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. On peut dire que l'aventure commence où naît la confiance. Dans cet épisode, nous avons eu le plaisir de recevoir Jim, jeune papa d'un petit garçon et beau-père d'un enfant de 5 ans, tous deux nés dans la même maison de naissance. Il nous partage combien la bienveillance et l'écoute des sages-femmes lui ont permis de mieux comprendre ce qu'il allait vivre le jour J et d'exprimer librement ses questionnements. Jim nous raconte également comment la maison de naissance a été pour lui un véritable espace de confiance où il a pu trouver sa place de père et s'impliquer pleinement dans l'arrivée de son fils. Il évoque aussi l'autonomie, une expérience forte qui l'a profondément marqué. Il décrit ces séances comme une belle aventure à vivre en couple, permettant aux coparents de créer un lien unique avec le bébé, d'accompagner la grossesse au plus près et d'incarner une présence rassurante, quel que soit le lieu et la façon d'accoucher. Aujourd'hui, Jim nous raconte son histoire. Bonjour Jim. Bonjour. Bonjour Jim et bienvenue dans notre podcast. Grand merci d'avoir accepté notre invitation pour partager ton histoire avec nous. Avant de parler de la suite, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Jim, j'ai 29 ans. Je vis à Bourgoin-Jallieu dans l'Isère. Je suis cadre dans les travaux publics et ma famille est composée d'un petit garçon qui est mon beau-fils, de ma compagne et du coup d'un tout petit bébé qui est né le 17 décembre dernier. Est-ce que tu peux nous préciser dans quelle maison de naissance tu as monté ton projet de naissance ? Dans la maison de naissance femme pour premières heures au monde, à Bourgoin-Jallieu. Ça va, pas trop loin. Avant de parler plus en détail de ton parcours en maison de naissance, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance ? Une maison de naissance, je définirais ça comme un lieu le moins médicalisé possible pour permettre aux femmes de mettre au monde un bébé. Aujourd'hui, on a fait le choix de t'inviter sur notre émission parce que, tout comme Erika qu'on a accueillie il y a pas très longtemps aussi dans notre podcast, on t'a rencontré au congrès des maisons de naissance 2024. Ce mois-ci, c'est la thématique de la famille. Et ta présence à ce congrès nous a donné envie de te donner la parole parce que les hommes n'étaient pas les plus nombreux. Et du coup, on s'est dit peut-être que tu aurais des choses à dire. Et on avait échangé notamment quelques mots à l'époque où ta conjointe était enceinte et où tu attendais ton premier enfant. Et donc, on était curieuse de connaître la suite de ton aventure que tu vas dérouler avec Julie pour commencer. Donc, en effet, on t'a rencontré à ce moment-là, ta femme était enceinte et on aimerait savoir comment ça vous est venu l'idée d'accoucher en maison de naissance pour accueillir votre premier enfant ensemble et qui de vous deux a proposé ce projet en premier ? Pour le coup, c'est ma femme. Son premier est né aussi à femme, pour le coup, dans la même chambre que notre premier à nous, ce qui est assez intéressant. Elle m'en a parlé de manière assez naturelle, je connaissais pas du tout, pour être honnête, c'était vraiment un sujet, pour moi, on était enceinte, on allait à la maternité, on ressortait, et puis voilà, le papa dormait très mal sur un lit d'appoint, voilà, moi, les images que j'en ai de la naissance un peu cliché. Et en fait, en faisant 2-3 recherches, en lisant quelques témoignages ou en discutant avec même des personnes qui s'intéressent à ce sujet, l'idée a fait son chemin et je me suis dit pourquoi pas. De toute manière, c'est pas moi qui vais entre guillemets. C'est très mal expliqué. C'est un process qui se fait à deux, mais on va dire que dans l'acte le plus physique, c'est pas moi qui vais la porter entre guillemets. J'ai envie de dire que j'accepte un peu plus facilement. Pas la décision, mais l'envie de ma femme d'accoucher dans une maison de naissance. Oui, je comprends.
Et tu dis que donc t'as lu des témoignages, tu t'es un petit peu renseigné, mais vu qu'on t'a croisé au congrès, on sait du coup que t'as été aussi chercher, je pense, de l'information à ce moment-là, vu que c'était le tout début de la grossesse. Non, c'est ça. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose d'aller à ce congrès? Ça m'a apporté plein de connaissances déjà d'une part, parce qu'il y a des termes que je ne connaissais pas. Par exemple, j'ai découvert ce que c'était qu'un bébé lotus, un bébé coiffé, ce genre de choses, ou même tout simplement se rassurer aussi sur tout ce qui est la proximité avec l'hôpital, le fait que en fait c'est pas parce que quand on explique maison de naissance, souvent on peut penser à un côté un peu sans être dégradant, mais un peu un côté je saurais pas comment expliquer ça, mais hippie qui a envie de faire un peu en fonction de la lune et des saisons et des feuilles qui virevoltent Oui. au gré du vent, alors qu'en réalité c'est vraiment quelque chose de cadré, de carré où on est entouré par des professionnels. Donc et vraiment ce congrès, ça m'a permis de me rendre compte à quel point c'était en fait ça devrait pouvoir être la norme pour tout le monde, je pense. Oui. D'avoir ce En tout choix. cas, que tout le monde puisse avoir le choix de faire ça si ça lui dit, quoi. Mais oui, tu dis sans être dégradant, c'est une réalité aujourd'hui. Ça passe pour être quelque chose de très fantasque, en fait. C'est ça, ça fait C'est malheureux, hein, mais c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on fait ce podcast, c'est pour justement mettre un peu à plat de l'information qui est encore vachement méconnue. Est-ce que ta femme, du coup, t'avait parlé de son premier accouchement aussi pour peut-être t'aider à comprendre ce qu'elle avait vécu, vu que tu dis qu'elle avait accouché dans cette maison de naissance, dans la même chambre d'ailleurs? nous, on a un peu une famille atypique avec ma femme. Ma femme, elle avait ma place lors de la première naissance. D'accord. Ma femme était en couple avec une femme. Du coup, elle avait le rôle de coparent. Mais c'est encore plus Oui, intéressant, hein, du donc coup, elle a pu... on peut discuter de nos deux façons de vivre, de laquelle on a vécu cette aventure. Parce qu'on l'a vécu, elle, pour le coup, ça a une expérience encore plus riche parce qu'elle l'a vécu des deux côtés. Ah oui, j'allais dire, ça doit être trop intéressant, Ça. son vécu à elle. Et donc du coup, après, alors bon, on en parlera sans doute plus tard, mais en quelques mots, elle a réussi à te faire comprendre un peu concrètement finalement la place du coparent, j'imagine, avant même que vous commenciez le suivi? C'est quand même assez dur de s'imaginer la place du coparent et toutes les images qu'on a aujourd'hui de comment dire, de l'accouchement. Mmh. On a souvent une image où la maman, elle fait un travail exceptionnel, elle fait un travail formidable, elle donne tout son corps, toute son âme pour donner la vie et souvent on se dit que le papa il est à côté et par exemple je sais pas, il tourne de l'œil. Il y a beaucoup de clichés où le papa tourne de l'œil, où le papa n'ose pas regarder, où le papa il est perdu, il est stressé. C'est des choses qui peuvent arriver. On peut être stressé, on peut être perdu, Oui, bien mais sûr. on a plus souvent cette impression de se dire le papa en fait avant de le vivre, je pense qu'on a tous enfin j'ai pas envie de parler pour tous les hommes, mais je pense qu'on a tous un peu une petite appréhension de se dire Mmh. comment je peux être utile à ce moment-là. Oui. C'est très probable. D'ailleurs, en parlant de ces appréhensions, est-ce que tu avais des peurs notables par rapport, soit à la grossesse, soit au jour, de l'accouchement? Entre autres, tu viens de nous dire, la peur d'être, inutile ou en tout cas de pas savoir forcément quoi faire, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses, qui pouvaient être un peu sujet, sans parler forcément de grande angoisse, hein, mais de stress ou de questionnements récurrents? Franchement non, à part la peur d'être inutile, ou peut-être même de gêner, plus une peur de se dire je suis pas à ma place. Mmh. Après, je pense que chaque coparent vit l'accouchement d'une manière différente. Chaque femme, je pense, a des besoins différents quand elle accouche et je pense qu'il faut savoir s'adapter, c'est surtout ça l'important. Mmh. Vous avez donc, discuté de tout ça, tu t'es un peu renseigné, tu t'es dit que finalement c'était peut-être pas que un truc du luberlu, tu t'es dit: «Bon allez, go». Vous avez commencé votre suivi. Est-ce que tu peux nous décrire une consultation type, de comment ça s'est déroulé du coup finalement de manière mensuelle, vu que vous avez commencé votre suivi, assez tôt, Mmh. là-bas, de ce que tu nous as partagé? Et puis après, nous dire aussi, à partir du 7e mois, il y a les préparations à la naissance qui rentrent, Mmh. dans le rythme des consultations. Nous dire si, justement ça complétait une consultation et ça faisait une consultation plus conséquente ou si c'était vraiment des séances à part avec des thématiques particulières. Est-ce que tu peux nous renseigner un petit peu de comment ça s'est passé pour vous à ce niveau-là? Déjà, j'ai trouvé ça très très humain, en fait. J'avais pas l'impression d'être dans un cadre vraiment
médical. Vraiment le début des rendez-vous, c'était vraiment des questions en fait qu'on pourrait poser à un ami à qui on propose un café, à sa famille ou autre. C'était comment vous allez, qu'est-ce qu'il y a de neuf, comment vous vous sentez, est-ce que vous avez des questions sur quelque chose, est-ce que vous avez un ressenti différent à un moment, vraiment des questions générales, mais qui je sais pas, qui sont en fait qui sont appréciables, j'ai pas vécu de suivi de grossesse ailleurs, donc je sais pas du tout comment ça se passe en dehors d'une maison de naissance, donc peut-être que ça se passe aussi comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous met à l'aise dès le début. On se met à l'aise, il y a pas de souci. Pour le coup, on demande à ma compagne si elle était plus à l'aise. Si tu veux t'installer sur le lit, installe-toi sur le lit, installe-toi plutôt comme ça. Voilà. Mets-toi à l'aise. Et déjà, ça c'est un luxe entre guillemets. On se sent bien déjà quand on se sent bien dans sa manière de s'asseoir, de se tenir, dans l'environnement dans lequel on est. Je pense que déjà on est tout de suite plus à l'aise pour parler par exemple si on a un petit souci, si on a quelque chose comme ça qu'on n'ose pas trop aborder ou une question qu'on pense bête, et ben du fait qu'on se sente à l'aise, on se dit en fait si ma question elle est inutile, on va me le dire, mais on va pas me le dire de manière froide, de manière tranchante. On va être plus dans l'écoute et dans la compréhension. Et donc voilà, c'était vraiment ça au début. Souvent le début des rendez-vous, c'était ça. Ensuite, un petit point, je pense, sur tout ce qui est constante de santé, donc le poids, la fatigue, tous les changements hormonaux et physiques, si jamais il y avait ce qui peut se passer, des saignements ou autre, toute chose, on va dire, ce qui peut arriver au cours de la grossesse, un suivi, je pense, un suivi médical complet. Et puis on discutait un peu de certaines choses. Moi, j'avais un tas de questions, je m'y connaissais pas, je voulais savoir si la fatigue c'était normal, si la fatigue ça allait durer comme ça très longtemps. Si au final il y allait avoir des évolutions, si comment ça allait se passer au niveau forme, si la fatigue ça allait être de manière plutôt périodique ou s'il y avait juste un pic de fatigue dans le premier trimestre et puis après c'était on repasse en mode la forme comme avant. Et t'as eu les réponses à toutes tes questions au fur et à mesure? Elles ont été bien accueillies? Oui, franchement, oui, c'était ça. Et je pense que c'est un peu vraiment le côté que j'ai apprécié, c'est que j'ai tendance à pas vouloir poser des questions, à vouloir trouver les réponses moi-même. Et là, je me suis dit, en fait, les réponses, je peux les avoir grâce aux sages-femmes qui sont en face de moi. Donc, mitraille de questions, et puis tu auras les réponses que tu auras, et même parfois juste des conseils en termes de lecture. Elles nous ont conseillé, les sages-femmes nous ont conseillé une série de livres qui est super, et je pense que beaucoup de parents ou de futurs parents devraient lire. C'est les 3 tomes j'ai plus le titre le nom de La naissance en BD. Ouais, en BD, c'est ça. Elles sont géniales. Pour moi, elles sont après c'est personnel, hein, mais je trouve que c'est une référence qui est beaucoup appréciée. Nous, je pense qu'on a plus d'un tiers de nos invités qui le citent. Et c'est une réalité, hein. Beaucoup de maisons de naissance en plus l'ont à disposition dans les bibliothèques ou ce genre de trucs, parce que comme toi, hein, les gens apprécient. C'est une référence majeure, ouais. Bah oui, c'est ça. Et arriver à certains rendez-vous, en fait, on sort pas de nulle part. En fait, on n'est pas des experts, hein, parce que c'est clairement, il faut être sage-femme, il faut faire des études, etc. Et c'est pas avec une bande dessinée qu'on va apprendre toute leur expérience. Mais je veux dire, déjà, on sort les pas. bases, Ouais, c'est ça. On a des bases, on a un mot qu'on a déjà lu, qu'on a déjà à peu près assimilé. On sait l'utilité à peu près que ce soit dans la grossesse ou dans l'accouchement. Du coup, on n'est pas. Oui, t'arrives avec du jargon et du coup ça met à l'aise aussi, quoi. C'est ça. On a moins d'informations. T'es moins étranger, quoi. On a moins d'informations à mouliner et du coup, forcément, c'est assimilable plus facilement. Donc ça, c'était vraiment sur le début. Ensuite, vers le 7e mois, il y a tout ce qui est cours de prépa à l'accouchement. Pour le coup, nous, on entre guillemets, on a bénéficié, on s'est retrouvé un peu entre deux périodes. On a bénéficié entre guillemets, d'une formule juste nous. Et non, du coup, c'est assez intéressant en fait, on repart vraiment de toutes les bases. Moi, je me rappelle d'un exercice que j'ai trouvé très, très intéressant et que je pense qui est bien à faire, c'est de se dessiner de manière schématique où est le bébé, en fait. Mais vraiment avec le bassin, avec l'utérus et tout ce qui s'ensuit, en fait, vraiment tout le chemin que le bébé va faire, donc jusqu'à sortir, en fait. Et ça permet de vraiment visualiser la chose. Par exemple, moi, je ne savais pas qu'en fait, c'était le placenta qui gérait la poche des os. Moi, pour moi, c'était deux choses différentes. En fait, du coup, je me suis couché moi-même ce jour-là. Et on n'est pas forcément pris pour un idiot, parce qu'en fait, c'est normal, c'est pas ton domaine d'exercice, donc. On a chacun nos spécialités, et du coup, c'est assez intéressant de se dire que, en fait, on n'est pas pris pour un idiot, et en fait, on progresse dans ce domaine-là qui est pas du tout le nôtre. Et je pense que c'est intéressant. Ouais.
pense même qu'une femme et que beaucoup de gens, même qui ont écouté un peu des récits et tout, dessineraient pas forcément ce dessin. Même moi, hein, parce que du coup, je suis en train de me le faire dans la tête. Je sais pas à quel point je serais très juste, tu vois, dans tout ça. Donc oui, je pense que c'est des trucs intéressants à faire. Donc après sur les prépas, on voit pas mal de choses en termes même de pratique, comme on est dans de l'accouchement physio, de la manière entre guillemets physiologique, de soulager la douleur. Mmh. Donc que ce soit avec des suspensions, avec des points d'acupression, avec des petits massages, même juste parfois avec une bouillotte, hein, ou juste une présence. Ça c'est fort aussi de se rendre compte que juste avec une présence on peut aider. Mmh. Après, nous, on a eu la chance de pouvoir pratiquer de l'autonomie, de pouvoir faire pas mal d'autonomie pendant tout au long de la grossesse. Du coup, on a aussi eu pas mal de petits conseils, de petits tips pour aider à passer la douleur ou pour se mettre dans des positions plus ou moins où vraiment ma compagne pouvait vraiment exprimer sa douleur de manière un peu plus physique, que ce soit en poussant, en tirant. Donc vraiment pour essayer de soulager au maximum. C'était avec les sages-femmes de la maison de naissance que vous avez pratiqué l'autonomie ou c'était un suivi parallèle? Non, c'était un suivi parallèle, OK. mais ça reste un monde très petit. Souvent, les sages-femmes en maison de naissance, elles ont quand même pas mal de contacts, ce qui est assez appréciable du coup, et on peut vraiment essayer un paquet de choses. Oui, oui, j'entends bien, c'est juste que certaines sages-femmes, des fois, proposent ponctuellement, genre de tester, de l'hypnose, de l'acupression, tu vois, tu citais tout à l'heure, Oui. de l'autonomie ou autre, et donc c'est pour ça que j'avais cette curiosité de savoir si c'était vraiment un suivi complet à part ou si ça faisait partie des séances de prépa de la maison de naissance. D'ailleurs, tu nous as pas précisé, je me demandais combien de sages-femmes vous suivez? On avait un trinôme de sages-femmes. D'accord. Qu'on a toujours, hein, du coup, hein, Oui, oui. Oui, parce qu'il est pas bien vieux, ouais. qui sont des femmes exceptionnelles, franchement. D'accord, et vous les voyez, à tour de rôle du coup pour bien toutes les connaître en prévision du jour C'est J, ça. j'imagine que ça a été une des 3? C'est ça. Bah, ça a été même 2 sur 3 parce qu'il y a eu un relais. D'accord. Bah, ça tu nous le raconteras, plus en détail tout à l'heure, et du coup il y a d'autres choses au niveau des séances de prépa, qui t'ont marqué ou qui t'ont plu? Ou qui t'ont rassuré peut-être? Je dirais la pédagogie des sages-femmes. Mmh. C'est quand même moi je sais que j'adore expliquer des choses. Je pense que j'aurais pas autant de patience. Parfois, je me dis que c'est des choses qui sont pas forcément assimilables. On doit s'imaginer que les os du bassin s'écartent, ça bouge. Enfin, c'est des choses pour lesquelles je pense que c'est dur à accepter, de se dire mais non, c'est pas possible. Le bassin, enfin c'est des os. Les os, c'est pas aussi mou, c'est pas censé se décaler. Enfin, moi, si je fais ça sur mon bassin, je me fais opérer et on me dit, monsieur, vous avez plus de bassin, quoi. Et c'est là qu'on se dit que, en fait, les femmes, c'est super fort. Une femme, c'est super forte, en fait. Bah, la nature est bien faite, on va dire. Ouais, En tout cas, vous avez l'air, d'avoir un super, suivi. Tu viens de nous dire que vous aviez en parallèle, donc l'autonomie. Est-ce que toi et ou ta femme, vous avez eu, d'autres, suivis pour, la grossesse ou en préparation du jour J, que ce soit, vraiment, lié à l'accouchement? Typiquement, une doula ou ce genre de personne qui peut vraiment t'accompagner à te préparer à ça, comme l'autonomie aussi, ou des techniques style l'acupression, l'hypnose ou quoi. Après ça peut être aussi, des suivis, pour, se détendre ou, passer mieux la grossesse comme, du yoga, Ma compagne a eu besoin d'ostéo à un moment, mais Mmh. vraiment d'ostéo, d'un ostéopathe spécialisé dans les femmes enceintes. OK. Pour le coup, on a la chance d'être pas loin d'une très grosse ville. Bah, on a la chance d'être pas loin de Lyon. Et les sages-femmes avaient un contact d'un ostéopathe vraiment spécialisé dans les femmes enceintes. Et ça lui a vraiment fait du bien. Parce qu'elle avait des douleurs au bassin, c'était Mmh. impossible pour elle de s'asseoir peut-être plus d'une demi-heure, de rester en position assise plus d'une demi-heure. Du coup, elle était souvent en ouais. position princesse Leia dans le canapé ou même dans le lit. Donc pour travailler, c'est pas forcément pratique. Oui. Même pour vivre, c'est pas pratique d'être Ah bah, à moitié affalé tout du long. Et non, l'ostéopathe a fait un travail remarquable. C'est impressionnant aussi de se rendre compte. Ça sauve, bien des grossesses, l'ostéopathie, en ouais. effet. C'est ça. Ensuite, on a fait du coup de l'autonomie, du coup un suivi complet d'autonomie là, assez tôt. Je crois qu'on a dû commencer au 2e ou au 3e mois. Donc avant la fin du premier trimestre, c'est sûr qu'on avait commencé. Mmh. J'ai plus en tête le premier rendez-vous et le dernier rendez-vous, c'était peut-être un mois avant le terme. En général, c'est ça, ça commence, vers le 3e mois, plus ou moins, ça dépend après, bah, évidemment, la disponibilité, et souvent ils essaient, à ma connaissance, et je connais pas tout, hein, c'est pas du tout mon domaine, mais d'achever les séances un mois avant le terme.
pour pas que ça ait d'impact et au cas où que le bébé se dise qu'il a envie d'arriver plus tôt, histoire que les parents aient un maximum d'informations et d'outils, comme tu disais, tu vois, pour le jour J ou ce genre de choses. Par curiosité, parce que je sais que c'est aussi la pratique, mais de certains et pas d'autres, est-ce que vous avez eu de l'aptonomie postnatale aussi? Pas encore, c'est dans les tuyaux. J'aimerais bien j'aimerais bien continuer. Du coup, Mmh. ce serait appréciable. OK. Et ce serait toujours avec la même personne? Ouais, OK. franchement, c'est une personne géniale. Pour moi, cette personne doit faire partie de la vie de mon enfant. Donc, c'est pour te dire à quel point je la trouve géniale cette personne. Tout à l'heure, je t'ai demandé, du coup, ton nombre de sages-femmes aussi parce que là, tu vois, tu viens de dire, par rapport à l'autonomie, tu veux que ce soit une personne, qui fasse partie, de la vie de ton enfant. Tu nous as dit aussi d'ailleurs que vous étiez toujours suivis, même plusieurs mois après, la naissance par, vos sages-femmes de maison de naissance. Dans cette idée aussi où tu avais un peu cette image cliché, des maternités et on sait que malgré eux, il y a aussi ces roulements du fait, en fait, tout simplement de l'organisation, hospitalière ou clinique, où, ils se font des relais de garde et cetera. Est-ce que le fait d'avoir, tout le temps, les mêmes sages-femmes, c'était, appréciable et rassurant pour toi qui viens de nous partager que tu avais beaucoup de questions ou la connaissance de votre dossier, de votre couple et même de toi en tant que conjoint? Est-ce que c'était quelque chose vraiment que tu as apprécié ou finalement qui était un peu anecdotique, le fait de voir tout le temps les mêmes sages-femmes? Bah, je dirais que ça crée quand même un climat de confiance, un climat où je pense on laisse tomber les barrières, en fait. Quand on est dans l'accouchement, je pense que, bah, c'est vraiment le moment où on s'en rend pas compte, en fait, mais on est mais même si c'est pas nous, le coparent, qui sommes entre guillemets, nus ou à moitié habillés ou peu importe, mais à un moment, il faut bien que le bébé sorte, donc les sous-vêtements finissent par tomber. Mais c'est quand même un moment où je pense on est à nu sans s'en rendre compte parce qu'en fait, on est vraiment à la merci entre guillemets de nos émotions. On a beau réfléchir, Mmh. on est dans un moment qui est tellement fort, qui est tellement intense qu'en fait on est à nu en fait. Et je pense que justement ça aide à vivre pleinement le moment, de se dire que on est suivi par des personnes, des sages-femmes, vraiment avec qui en fait on, même si c'est peut-être pas comme ça qu'elle le voit, mais on noue une certaine relation. En un sens, ça reste une relation quand même enfin, c'est une relation humaine qu'on va entretenir Mmh. pendant presque un an. Donc c'est pas, même si c'est pas, une fois par semaine, qu'on voit les sages-femmes, mais ça reste quand même, des personnes qu'on voit régulièrement, qu'on apprécie voir. Sinon, si on n'apprécie pas les sages-femmes, on reste pas. Enfin, je pourrais pas me dire que je reste dans un suivi avec des personnes, que j'apprécie pas, par exemple. Mmh. Après ça, c'est très personnel. Chacun a sa manière de voir les choses, mais je pense que ça aide vraiment à vivre le moment pleinement et justement à le vivre pleinement détendu. Mmh. Oui, tu viens de dire ça, on est à la merci de nos émotions. C'est vrai que de toute façon, je pense que c'est un moment de grande vulnérabilité pour toutes les personnes présentes au moment de la naissance. Pas que pour, la mère, même si, en effet, c'est elle qui, dans son corps, est sans doute le plus en proie à une forme de vulnérabilité, je pense qu'en effet, c'est le cas de tout le monde et tu dis ça de la relation. On avait fait une thématique, l'an dernier sur, justement la relation de confiance. C'est quelque chose où, sans rentrer forcément dans du copinage ou de l'amitié, il n'empêche que c'est quelque chose qui tient à cœur, cette relation de confiance, même aux sages-femmes, pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer. Pour, pouvoir, vous, patients, parents, futurs parents, être le plus, à l'aise possible parce que c'est aussi ça qui va permettre, a priori en tout cas, le meilleur déroulé pour l'accouchement. Mmh. Donc, il y en a même, on a eu des invités, je me souviens, qui disaient, moi, à la fin, je voulais que ce soit ma copine. Quand elle venait me faire les visites à domicile, j'avais trop envie de lui dire: «Mais reste, prends le café». Donc, ouais, je pense que c'est quand même quelque chose qui joue, même si après, on franchit pas ces barrières, hein, évidemment. Mais, c'est intéressant de l'entendre, encore une fois. En tout cas, vous aviez, eu tout ce suivi. Vous aviez eu, même les compléments avec, l'ostéo, l'aptonomie et cetera. Est-ce que, après, toutes ces réponses à ces questions et tous les outils que ça t'a apportés, tu te sentais prêt à aborder le jour J? C'est dur de se sentir prêt. Je pense qu'on a beau être le mieux armé du monde, on n'est jamais vraiment prêt. Parce qu'en fait, comme c'est quelque chose de soudain, d'inattendu, on est dans les starting blocks à partir du début du mois d'astreinte, parce que il y a un mois d'astreinte à partir de la semaine 37, si je dis pas de bêtises. C'est ça. De semaine 37 jusqu'au terme plus X jours en fonction du protocole. J'ai plus le nombre exact en C'est tête. propre à chaque maison de naissance, ça, pour le coup. Ok. Donc, on est dans les starting blocks à partir du premier jour de la S37.
Et en fait, on s'en rend pas compte, mais au fur et à mesure, en fait, je dirais pas qu'on n'y croit plus, mais moi, j'ai un métier qui me fait faire beaucoup de déplacements. Je suis cadre dans le TP, mais je suis surtout metteur en route. C'est un boulot qui nécessite pas mal de déplacements sur les chantiers, etc., qui sont pas forcément à côté de la maison. Donc voilà. Du coup, c'était toujours la petite inquiétude. En partant le matin, bah ouais, mais on est S38, quoi. Donc, est-ce que je vais pas recevoir un appel de ma compagne dans 1 heure en me disant ah bah c'est maintenant, faut que tu rentres. Donc Ouais. c'était la première chose que j'expliquais en arrivant sur un chantier ou quand j'arrivais devant un client, c'est potentiellement je repars. Et du coup, on est vraiment dans les starting blocks jusqu'au bout. Et quand ça arrive, en fait, on a l'impression qu'on est prêt, mais en fait, on n'est pas prêt. On n'est jamais prêt, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas grave parce que on s'en rend pas compte, mais instinctivement, on va savoir ce qu'il faut faire. Mmh. Savoir, ou en tout cas, si on sait pas, ce qui peut être le cas, bah, les sages-femmes, elles sont là pour nous dire, bah là, je pense qu'on en est plutôt là. Ouais, je vous conseille, essaye si tu peux, essaye de faire ça, voilà, je te conseille plutôt que ça aille dans ce sens-là. Ça pourrait aider à faire avancer si ta compagne, elle fait plutôt ça ou plutôt ça. Mmh. Ouais. Ça, c'est la chance qu'on a, c'est que, encore une fois, j'ai pas vécu l'expérience en maternité, donc je peux pas comparer, mais on se sent considéré, en fait. Ouais. On n'est pas juste le coparent perdu qui est là et qui gêne, en fait, et qui ferait mieux de se mettre dans le coin de la pièce et de laisser faire les pros, quoi. Ouais. On n'a pas cette impression-là. Ouais, tant mieux. On a l'impression vraiment d'être un acteur de la naissance. Enfin, Ouais. c'est l'impression que j'ai eue, moi, en tout cas. Ouais, un pilier, quoi. De ce que tu nous avais partagé, vous avez dépassé le terme, si je ne me trompe pas, qui peut être du coup une source d'angoisse, d'autant plus en général, du coup, comme on disait, c'est propre à chaque maison de naissance, mais au-delà de 4 jours, il y a un transfert qui est proposé vers l'hôpital et qui devient même nécessaire, remettant du coup en question le projet d'accouchement en maison de naissance. Et on se demandait du coup comment toi, t'avais pu vivre, cette période un peu d'incertitude parce que comme tu disais, le 1 mois dans les starting blocks, c'est long, mais en plus, quand on arrive au dernier jour et qu'il faut encore en rajouter, là, ça devient un peu, intolérable pour certains et du coup, on se demandait comment toi tu l'avais vécu et surtout comment t'avais soutenu ta compagne face, à cette possibilité aussi d'un changement de plan, quoi? Bah, si finalement, comme tu dis au début, on est vraiment dans les starting blocks et plus le jour du terme il approche et plus on se dit ouais, en fait, potentiellement, il va traîner, quoi. Ouais, il va C'était jamais bah, arriver. ouais, la dernière semaine, j'étais là, je me suis dit: «Bah, de toute façon, le terme, c'est vendredi. Il va sortir vendredi, c'est bon, je peux partir à 3 heures de route, Là, il avait pas envie, il va pas sortir maintenant. Voilà, enfin, on savait pas, il ou elle, pour le coup, on n'avait pas d'indication sur le sexe. Je dis il parce que maintenant, Ouais. je sais que c'est un garçon, mais bébé, il sortira quand il a envie de sortir, quoi. Moi, ça me stressait pas plus que ça. J'avoue que je me suis dit que si ça doit se faire, si le transfert devait être fait, ben c'est pour des raisons peut-être de santé ou j'ai pas assez de connaissances. Je me dis que s'il y a un transfert qui est fait, Ouais. c'est qu'il y a des raisons. Je suis pas médecin et je me dis que bah, c'est que s'il y a des raisons, vaut mieux avoir un bébé en bonne santé qui naît dans une maternité que de Oui. risquer la vie du bébé et de ma compagne en faisant traîner et en se disant bah non, on veut absolument accoucher en maison de naissance, c'est pas grave, même s'il naît à J plus 10, je dis de bêtises parce que J plus 10, je pense que là ça devient peut-être dangereux pour le bébé et la maman. Donc personnellement, j'étais pas stressé, j'étais plus inquiet de me dire que ma compagne, elle pourrait pas vivre son projet pleinement jusqu'au bout. Mmh. Vraiment se dire ben zut, on est passé à ça, quoi. Mmh. Ouais. Parce que finalement, il y avait pas de problème de santé, il y avait pas de, enfin tout allait bien. Tout le monde allait bien, bébé allait bien, ma femme allait bien. Oui. Ma femme, elle avait une grossesse qui était quand même, je touche du bois, assez correcte. Enfin, elle continue à faire du sport. La dernière semaine, elle allait voir son kiné pour faire des squats sautés pour déclencher, quoi. Spoiler alerte, ça n'a pas marché. Donc les squats sautés, ça marche pas. Ouais, mais Elle a faut fait tout les carreaux, essayer. ça n'a pas marché non plus. C'est ça. Et la méthode à l'italienne, ça ne marche pas non plus. Ah, franchement, tester et pas approuvé du tout. Qu'est-ce que vous avez essayé d'autre? Ouais, ça peut être intéressant pour les parents qui cherchent des techniques.
Bah, méthode à l'italienne, c'était pas très j'ai pas trop on Donc n'a pas méthode trouvé à ça l'italienne, efficace. c'est l'idée d'avoir des rapports sexuels pour ceux qui saisissent pas. C'est l'idée Ouais, d'avoir voilà, des c'est rapports ça sexuels pour non les protégés. De toute façon, ça sert plus à grand-chose quand on est enceinte, mais voilà, pour déclencher avec le liquide séminal notamment. Enfin, avec le sperme plutôt. ouais, liquide séminal et puis tout le reste quoi Ouais, aussi c'est ça qui active. Et du coup, vous avez essayé quoi d'autre? Parce que je sais qu'il y a la moxibustion aussi, il y a l'acupuncture. Acupuncture aussi, d'exprimer du lait Mmh. aussi. Ah oui, Ma c'est vrai, il compagne a paraît. oui, ça, stimulation mammaire, du coup ça aide. Bon, ça n'a pas aidé. Faire bouger un max, du mouvement, mettre du mouvement, de la gravité pour que bébé descende, ça n'a pas marché non plus. Il Ça, était juste pas décidé. c'est ça, il était bien au chaud. Finalement, les sages-femmes nous ont proposé un décollement des membranes. Ouais, c'est ce que j'allais demander. Ouais. Est-ce qu'elles vous ont fait cette proposition? Parce que c'est quelque chose qui est régulièrement proposé dans ce genre de situation. Oui, donc on a fait, et je pense que c'est ça plus notre sage-femme du jour, c'est la sage-femme qui a pratiqué le décollement des membranes nous a conseillé d'aller marcher. On a la chance d'être dans une ville, enfin d'être à côté d'une pente vraiment costaud. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti en promenade l'après-midi même. Et dans la nuit, du coup, ma compagne a commencé à avoir pas des contractions de travail, mais des contractions de pré-travail. Enfin, clairement, elle a pas dormi de la nuit, et moi non plus, du coup. Ce qui n'est pas le meilleur des plans non plus, mais Ouais, c'est ça. C'est clairement un conseil à donner aux futurs parents. Dormez. si vous le pouvez. Ah ouais, pas par rapport au futur bébé qui arrive, mais par rapport à l'effort que va nécessiter l'accouchement Mm. et comment dire, à l'énergie dont on a besoin pour ce moment-là. Mm. Mais suite au décollement des membranes, du coup, on a fait une petite balade, une petite rando histoire de mettre un peu de gravité. Et ouais, quasi 24 heures après, le travail a commencé. Et puis là, c'était parti. Enfin, c'était parti. Eh ben, si tu veux nous raconter cette aventure, on t'écoute. Donc après la randonnée, le pré-travail a commencé. Le lendemain matin, ma compagne, elle avait vraiment des contractions pas régulières. Parce qu'on nous apprend ça, on nous dit il faut que ce soit régulier, il faut que ce soit intense. Donc forcément, moi dans les règles, j'ai pris mon chronomètre. Aujourd'hui, ce qui est très bien, c'est qu'il y a plein d'applis qui font ça. Mais aujourd'hui, il y a plein d'applis qui le font. Il y a toutes les applis grossesse, elles ont le compteur de contraction avec ce qui est plutôt bien fait, c'est que les femmes peuvent aussi mettre l'intensité. Bon, après, il faut Ah oui. savoir Bah, jauger l'intensité. ouais, c'est ça. Parce que tout le monde vit pas la douleur pareil. Ça, Oui, c'est puis vrai, alors c'est propre à partager chacun. l'intensité entre 2 contractions et on a peut-être pas que ça à faire tout le temps aussi. Mais tu travaillais ce jour-là ou pas? Bah oui, je travaillais, et du coup, je devais aller sur un chantier, j'ai appelé mon chef, j'ai dit écoute, je peux pas laisser ma femme dans Oui, ce. tu l'as su avant du coup. Ouais. Ouais, j'ai dit, comme elle avait pas dormi de la nuit, je me suis dit bon, on est peut-être. J'ai appelé mon chef, j'ai dit écoute, je vais bosser de la maison. Je fais du bureau depuis la maison parce que là, je peux pas partir à 2 heures de voiture et me dire de Ouais. laisser ma femme dans cet état sur son ballon de yoga. Donc, une fois qu'elle avait pas dormi de la nuit, j'ai contacté notre sage-femme, une de nos sages-femmes pour un peu lui faire le point de la situation. Donc, la sage-femme d'astreinte, parce on avait un planning d'astreinte qui était défini avec de telle heure à telle heure c'est telle sage-femme, de telle heure à telle heure c'est telle sage-femme, etc. Donc au moins on avait la rotation et on dérangeait pas n'importe quelle sage-femme à n'importe quelle heure. Donc je prévenu la sage-femme en lui disant que on était en pré-travail et que pour l'instant c'était gênant mais ça allait, c'était pas douloureux, c'était plus gênant que douloureux. Donc après un court échange avec elle, on en a déduit que le travail avançait correctement, que ça allait potentiellement avancer et qu'il fallait laisser la nature faire son travail un peu pour commencer. Donc la journée se passe. Ma compagne, elle essaye de prendre un bain pour calmer ses contractions, elle essaye de s'allonger, etc., de se reposer, mais c'est pas exceptionnel. Suite à ça, on a des contractions vraiment de plus en plus intenses qui arrivent. Donc je rappelle la sage-femme. Moi, je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais quand même j'étais assez inquiet parce qu'en fait, je me suis dit, ok, on n'est pas très loin de la maison de naissance. En voiture, on est à 10 minutes avec les feux rouges. Donc c'est pas, Oui. on a quand même cette chance d'être vraiment pas loin. Ouais, c'est une belle proximité, ouais. C'est ça. Hein. Donc je suis en train de me dire, mais que si à un moment elle est plus en état d'aller jusqu'à la voiture, si je dois appeler les pompiers ou une ambulance, il y a plus de maison de naissance. Je vais aller aussi jauger Oui.
fallait jauger l'état de ma compagne, qui est insensible à la douleur, qui est souvent insensible, enfin pas insensible, mais qui gère très très bien sa douleur. Et pour l'anecdote, je l'ai déjà vu le pied cassé, morte de rire. Elle était sobre, hein, pour l'anecdote, elle était pas Oui. ça pour expliquer, mais elle était sobre et elle rigolait le pied cassé. Donc, mais là, je la voyais vraiment, enfin, pas souffrir, mais endurer. Ouais. Parce que c'est pas, enfin, faut pas. Je pense qu'il faut pas non plus mettre les mauvais termes sur ce que c'est. Je pense que c'est plus, c'est vraiment à l'endurer plus qu'elle ne souffrait. Ouais, je pense que c'est une bonne description, ouais. Et du coup, c'est assez dur à gérer de se dire à quel moment on part. Du coup, là, j'avoue que j'ai un peu plus sollicité la sage-femme qui s'occupait de nous à ce moment-là. Donc c'était un appel toutes les heures souvent, et à un moment on a pris la décision que c'était le moment en fait. C'était le moment, comme ça on avait le temps de se mettre dans notre petite bulle à arriver à la maison de naissance, de s'installer tranquillement, en fait d'installer des draps, de déballer un peu les affaires dont on aurait besoin, de pourquoi pas mettre un repas au frais, prendre une douche, se changer, etc. Donc tout ce entre guillemets qui peut nous mettre à l'aise dans ce processus. Donc arrivé à la maison de naissance, les contractions commençaient à être un peu plus intenses. La sage-femme qui nous suivait, elle a vraiment aidé ma compagne à vocaliser, chose que je pensais qu'elle ne ferait jamais, hein, pour être honnête. Et non, la sage-femme, clairement, c'était son truc. Cette sage-femme, elle maîtrisait, et vraiment, c'est impressionnant de voir comment c'est communicatif, et je pense que ça a vraiment aidé ma compagne à souffler. Ouais. Parce que je pourrais jamais ressentir ce qu'elle a ressenti, et clairement ça se voit que c'est pas forcément simple. Et que d'être deux à vocaliser, c'est vraiment, ça l'a aidé. Moi, c'était clairement pas mon truc. J'ai essayé, mais j'ai dû vocaliser 5 minutes avec elle, et clairement c'était pas pour moi. Donc J'allais te demander si t'avais participé ou pas, parce qu'il y a certains conjoints qui participent. ouais, j'ai essayé, mais c'était pas pour moi, et je me suis dit je vais pas me forcer, sinon ça va être contre-productif. Oui, c'est un décalage, quoi. Ouais, Bah ouais. oui, non, je pense que il vaut mieux s'abstenir si c'est pas ton truc, mais En effet, le fait que la sage-femme donne le ton, entre guillemets, enfin peut-être presque littéral, ça permet quand même à la femme de se concentrer sur ce point-là, parce qu'en fait, c'est difficile parfois d'atteindre une vocalisation assez grave, pas trop aiguë à cause de la douleur qui nous saisit, du coup de redescendre grâce elle donne le la, quoi. C'est Ouais. le diapason, donc oui, je comprends tout à fait. Donc ensuite, une fois qu'on en était sur de la vocalise, ça allait mieux. La sage-femme, du coup, vu que le bébé avait dépassé le terme de 4 jours, il y avait quand même un suivi un peu plus régulier, donc un monitoring un peu toutes les 30 minutes, si je dis pas de bêtises. J'ai pas de vraie notion du temps, mais c'était au moins 2 par heure, ça c'est sûr. Au C'est à moins peu 2 près par ça, heure. ouais. quand tu dis monitoring, tu parles d'un truc vraiment attaché à elle, ou juste au Doppler, il venait écouter le cœur du bébé? À la maison de naissance du FAM, ils ont des monitos portables. Ok. Franchement, on a un bébé qui a super bien vécu ce long accouchement. Et non, c'était assez intense, mais sans être invasif. On avait besoin de monito, parce que c'est comme ça, hein, au bout d'un moment. On peut accoucher, je pense, en maison de naissance, mais il y a des règles, et des règles, elles sont faites pour être respectées. Ouais. Et s'il y a des règles, c'est qu'il y a besoin de ces règles. Donc si le besoin était là de faire des monitorings, on acceptait le monitoring, en fait, et c'était avec plaisir. C'est toujours sympa d'entendre le cœur de son bébé en se disant dans quelques instants, enfin, on pense que c'est dans quelques instants au début, mais dans quelques instants on va pouvoir sentir ces battements de cœur contre soi, et du coup ça redonne un peu de l'espoir, ça redonne un peu d'énergie, ça redonne de l'énergie dans des moments où je pense on est tous épuisés, on est tous fatigués, ça redonne un petit coup de De boost. motivation. C'est ça. On en était aux premières vraies contractions, donc sans forcément de rupture de poche des os. Elle avait pas encore perdu les os à la maison. Et à un moment, je vois ma compagne qui vraiment en peut plus, et pour le coup, elle a un doute. Elle a des contractions. Elle me dit j'ai un doute. Je pense que j'ai percé la poche des os. Je lui dis oui, je vois bien que ça coule. Je suis pas. Je reviens. Je lui dis Vous étiez que tous les deux, c'est ça? Oui, on était que tous les dans la deux. chambre? J'ai dit je vais faire appel à un ami pour le coup. Donc je suis allé chercher la sage-femme, tout penaud, en disant je ne suis pas sûr, mais je pense qu'elle a percé la poche des os.
je veux bien que tu viennes me voir, s'il te plaît. Du coup, sans poser de questions, la sage-femme, elle me suit et elle me dit, oui, il y a des chances que ce soit la poche des os. Vu la quantité, et voilà, il y a de la chance que ce soit la poche des os qui est percée. Donc c'est bon signe. La sage-femme me dit, c'est bon signe, c'est que le travail avance, etc. Donc elle nous explique un peu, donc ça c'est plutôt chouette. Et du coup, le travail continue. Et on a toujours des monitos, de l'avance, etc. Et là, on a du coup le relais de sage-femme, parce qu'en fait, on est arrivé entre deux astreintes. Donc du coup, il y a le relais des sages-femmes qui se fait. Donc la deuxième sage-femme du trinôme qui arrive à la maison de naissance, donc qui fait une passation avec sa collègue, du coup, avec son autre collègue du trinôme, et qui revient nous voir. Voilà, bonjour, enfin vraiment, enfin c'est voilà, je suis là, il y a pas de souci, etc. Donc voilà. Ah, j'ai omis un détail. On a eu la chance de pouvoir faire un reportage photo d'accouchement aussi. Ah oui. Ça c'est plutôt chouette. Vous aviez quelqu'un avec vous jusqu'à C'est la ça. maison de naissance? Dans la maison de naissance, Ouais. jusqu'à ce qu'on rentre même à la maison, je pense. Ouais. Ah, c'est cool. Donc ça c'était assez chouette, ça fait des souvenirs assez sympas. Ouais, d'ailleurs, des belles photos. Ouais. Et du coup, pareil, un petit monito, etc., pour demander comment ça allait, etc. Savoir si on n'était pas trop fatigué. Pour le coup, on était fatigué. En même temps, il était quelle heure à ce moment-là? Enfin, ça faisait combien de temps à peu près? Ça faisait, si on compte depuis, entre guillemets, les premières contractions, enfin, depuis les premières pré-contractions, sachant qu'on n'avait pas dormi de la nuit la veille, il était peut-être 20 heures du lendemain. Ok, ouais. Donc ça faisait déjà un bon moment qu'on était éveillés. Ma compagne, elle arrivait à s'assoupir un peu entre deux contractions. Et moi, je sais qu'à un moment, j'ai dormi. Je sais que j'ai dormi peut-être 1 heure ou une demi-heure. Et alors, est-ce que le lit est confortable puisque tu parlais de lit d'appoint à l'hôpital? Donc, je pense que c'est quand même un grand lit, mais je pense pas que. En fait, je pense que j'étais tellement fatigué que j'aurais pu dormir par terre. Je pense que j'aurais pu dormir par terre et que le sol m'aurait paru confortable. J'ai fini par m'endormir aussi sur le rebord de la baignoire, la tête sur le rebord de la baignoire. Donc je peux vous dire que clairement j'aurais pu dormir n'importe où. Et oui, du coup la sage-femme a proposé un bain à ma compagne pour essayer de la détendre. Et donc ma compagne a carrément apprécié le bain. C'est chouette, le fait de pouvoir se dire de prendre un bain là-dedans. Elle a réussi à dormir dans le bain, du coup. Ça a permis de la soulager un petit peu. À un moment, l'eau commençait à être froide, du coup, on a fait sortir ma compagne du bain. J'avais quand même un doute parce que ça faisait quelques fois que ma compagne me disait qu'elle en pouvait plus, qu'elle tiendrait pas et qu'elle allait peut-être finir par demander la péri. Et là, je pense que c'est là le rôle vraiment important du coparent. C'est vraiment d'être un soutien indéfectible, d'être parfois horrible parce que au fond de moi, je la voyais subir, endurer, et j'avais envie de lui dire, mais oui, on va te mettre une péri, et puis ça va aller, ça va être génial, tu vas rien sentir, et puis voilà, tu ne souffriras plus. Et je pense qu'en fait, non, à ce moment-là, c'est là où il faut se dire, il faut être égoïste, en fait, mais égoïste pour elle, et lui dire, en fait, notre projet, c'est ça, on va y arriver. Ouais. Je pense qu'il faut être capable aussi de jauger son ou sa partenaire. Si vraiment elle est à bout, il y a être à bout et être à bout. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment bien connaître sa partenaire et si on sait qu'elle a encore de la réserve, on lui dit mais non, on y va, ça va le faire. Ouais. Ça va le faire, il faut y aller. C'est souvent ce qui nous est aussi partagé par les sages-femmes. On a eu plusieurs témoignages sur ça, sur la dimension aussi de connaître les parents de toute la grossesse. Enfin, elles racontaient qu'elles avaient tendance à connaître les limites davantage de leurs patientes, puisque, comme tu disais, ta femme qui est résistante à la douleur, potentiellement, c'est quelque chose qu'elles ont pu comprendre tout au long aussi du suivi. Et du coup, ça permet aussi de jauger pas mal de choses. C'est ça qui est intéressant aussi. De pas amener les femmes, à dépasser des limites au point que ça devienne délétère, en C'est ça, fait. qu'elles sont pas prêtes à dépasser, quoi. Le but, c'est pas, comme tu disais, d'accoucher coûte que coûte à la maison de naissance non plus, quoi. Non, c'est ça. Il faut savoir s'écouter, je pense, et se dire, là, j'ai encore un peu de réserve, je vais aller taper dans mes réserves. Mais il y a les réserves et il y a le rouge. Et oui, c'est ça. Et du coup, t'as réussi à la motiver dans cette petite réserve-là? C'est ça, je lui ai dit mais non, on y est, ça va être super, tu vas y arriver, moi je crois en toi. C'est là où vraiment il faut être
il faut être le supporter numéro 1, quoi. Le ou la supporter numéro 1, vraiment essayer de donner toute son énergie, tout ce qu'on a, essayer de la rassurer, de lui dire des petits mots, d'essayer, quoi, parce que potentiellement ça marche pas et potentiellement elle en peut plus et ça finit en transfert. Et je pense pas qu'il faille voir le transfert comme un échec, hein. Oui, non. Pour moi, Oui, c'est pas un non. échec, hein. Il y a pas d'échec en fait. À partir du moment où le bébé est en bonne santé, en fait, c'est une réussite. Peu importe la manière dont le bébé est arrivé. Bah, bien sûr, oui. Pour moi, à partir du moment où les deux parents et l'enfant vont bien, Oui. c'est bon, Après, il y la a... mission est accomplie. Ça dépend du type de transfert aussi, mais on c'est a ça. des récits en effet de transfert où c'est à la demande de la maman ou parce que les circonstances font que, et qui sont très bien vécus. Ça dépend de comment Et puis c'est très important, c'est mais imbriqué. je tiens aussi à rappeler que c'est possible d'avoir mal vécu quelque chose, mais c'est quelque chose qui se travaille dans l'après-coup plus, qui va se discuter après coup et qui, sur le moment, en effet, ce qui est important, c'est que tout le monde aille bien. Et après, on peut discuter du deuil que ça a provoqué, de pas accoucher là où on voulait accoucher, de la frustration ou des choses qui peuvent être nées de ça. Mais en effet, nous, c'est ce qu'on dit souvent, hein, ce qui compte, c'est la rencontre. Parce qu'en fait, la rencontre, elle peut être magnifique, peu importe ce qu'il y a autour, quoi. C'est ça. Et du coup, Une fois qu'on en était là, moi tout content après avoir lu les 3 bandes dessinées, je me suis dit: «Ah ah!» et avoir bien écouté les cours de prépa à l'accouchement, je me suis dit: «Ah ah, ça y est, c'est la désespérance. On en est là. Donc après, c'est bientôt fini». Donc moi, j'y vais tout content. Je vais voir la sage-femme, je lui dis: «Je crois qu'on est en pleine désespérance là, avec ma théorie, avec la théorie que j'ai lue et que j'ai écoutée, que j'ai notée. Avec un petit monocle sur l'œil. Ouais, c'est ça, en disant: «Hey, d'après, mon diplôme, que vous m'avez donné, grâce à vos cours, je sais qu'on va bientôt finir». Et là, la sage-femme m'a fait vite redescendre en me disant: «Elle est plutôt entre 3 et 6». Ah oui. Ah! Ah oui, on en est loin, on en est Ah ouais. bon, du coup, là, c'est là qu'il faut être bon et qu'il faut filtrer les informations. Moi, je savais que si je donnais cette information à ma Ah compagne, ouais. ah là, le moral, il allait s'écrouler là. Là, il faut être malin. Il faut rester évasif. Là, il faut faire le marchand de tapis et dire: «Non, mais ça avance. Chérie, ça avance». après, ce qu'on sait aussi, c'est que potentiellement, de 3 à 5, tu mets des heures et des heures et après potentiellement, sur les derniers centimètres, en 1 heure, c'est fait, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, c'est que vraiment, c'est pas mathématiquement, chaque centimètre qui se passe, X heures, quoi. Oui, bien C'est sûr. beaucoup plus, personne dépendant, quoi. Ça, c'est bien vrai. Donc potentiellement, à partir de 6, il lui restait plus qu'1 heure, mais bon, ça, tu peux pas le savoir, quoi. Bah, c'est ça et moi, je connais un peu ma compagne, je me suis dit que ça allait la démoraliser. Oui, Je voilà. pense que n'importe quelle personne en train d'accoucher depuis le temps que le pré-travail avait commencé, donc vous étiez déjà à une nuit blanche et tout, en vrai, je pense que ça démoralise un peu n'importe qui, hein. Tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'étais au fond de moi, j'étais là en mode: «Aïe, aïe, 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 aïe». Mais sans être démoralisé, mais on se dit, je pensais qu'on avait fait plus de chemin Et ouais. Oui. sur la montagne de l'accouchement. Je pensais qu'on était plus proche du sommet. Et ça, est-ce que tu en as parlé à la sage-femme sur le moment ou pas du tout? Ou non, non, parce qu'en fait, c'est une impression, mais j'ai pas été submergé par Ouais. j'ai pas été bouleversé de me dire: «Ah mince, potentiellement, Oui. on en est que Ça là». t'a pas déstabilisé, ouais. Non, je me suis dit: «Bon, bah, ouais, je vais être plus fatigué, quoi». Ouais. C'était vraiment ça, c'était vraiment mon inquiétude, c'est de me dire: «Ah mais comment je vais gérer?» Faut pas que je sois, entre guillemets «endormi» ou inutile au moment où elle aura besoin de moi. Donc c'est dur de Ouais. se dire, Mmh. d'essayer de gérer, son énergie restante et son sommeil, dans ces moments-là. Donc du coup, je repars, tout doucement en disant à ma compagne, «Ça avance. Il y a du mieux par rapport à toi». Parce que et c'est ce que la sage-femme m'a dit, j'ai pas menti, j'ai omis les détails. Oui, tout à fait. C'est différent. Et c'est important. Et voilà, faut juste, je C'est pense qu'il important faut à ce moment-là. filtrer. Oui. Ouais, dans ce moment-là, faut être filtre et filtrer intelligemment. Ouais. Donc le monito, les monitos continuent et cetera, tout va bien et à un moment, la sage-femme propose à ma compagne de l'ausculter, du coup d'y aller avec les doigts, hein, pour on va dire, parler de manière plus, visuelle et elle s'est rendue compte qu'elle avait l'impression qu'il y avait une 2e poche des os qui n'était pas rompue Oui. et qui faisait que le travail n'avançait pas aussi vite Ouais. que entre guillemets «ce qui devrait». Et là, du coup, une proposition a été faite à ma compagne: «Est-ce qu'on te laisse gérer, mais tu as l'air quand même bien fatigué.
est-ce que on rompt la deuxième poche des os, sachant que ça ne fera pas mal au bébé, ça ne te fera pas mal et ça permettra potentiellement de faire avancer plus vite le travail. Mais la contrepartie, c'est que potentiellement les sensations vont être plus intenses. Et oui, il n'y a plus le petit coussin d'eau. C'est ça. Et du coup, ma compagne, elle a posé une question, je pense que je me rappellerai toujours, c'est mais si tu me perces la deuxième poche des os et que j'en peux vraiment plus, je peux toujours l'avoir la péri ou pas? Et là, Sacha m'a dit, bah oui, en fait, juste, je vais te percer la poche des os et si ça va pas, on C'est pareil. transfère, Bien sûr. si t'en peux plus. Et du coup, ma compagne, elle dit, bah du coup, vas-y. En fait, si ça fait avancer, que j'ai toujours ce joker, j'ai toujours une carte à jouer en cas de détresse, bah vas-y, feu. Et du coup, la sage-femme, elle a procédé à la rupture de la deuxième poche des os. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que je leur avais vraiment expliqué que moi, j'avais besoin de savoir s'il se passait quelque chose, peu importe, mais s'il se passait quelque chose de, entre guillemets, une intervention de leur part, j'avais besoin de savoir et j'avais besoin d'être informé parce que je m'y connais pas et potentiellement, je peux avoir peur. Oui, Je peux mal inutilement. réagir. Ouais. Ouais, je pense qu'on est stressé. Il suffit dès qu'on soit un peu protecteur et potentiellement on peut mal réagir alors que c'est pas du tout l'envie. Bien sûr. Ouais. Oui, tout à fait. Là, elle a été super, elle m'a expliqué, elle m'a montré l'instrument en montrant que c'était pas pointu, que c'était un morceau de plastique tout rond, que ça allait faire mal à personne. Elle m'a expliqué, elle m'a dit là, je vais l'enfoncer tout doucement, je vais rompre la poche des os et hop, je le ressors et ça va ni blesser ton enfant, ni blesser ta femme et ça prend un espace de temps d'un claquement de doigts. Donc voilà, moi j'ai apprécié ce petit ces petits apartés d'explication. Hop, du coup la sage-femme a procédé à la rupture de la deuxième ou en tout cas à la fin de la rupture de la poche des os aussi. Ouais. Là, je me suis rendu compte que vraiment, en fait, dans les films, il y a une chose qui est à peu près réaliste, c'est la rupture de la poche des os. En fait, c'est le seul truc d'à peu près réaliste. Dans les films, c'est vraiment, ça fait un splash et il y en a partout. Ah, quand elle rompt, oui, quand c'est pas une fissure et qu'elle rompt, oui, en effet, ça peut être très impressionnant. Ouais. Voilà, donc ensuite, on a relaissé la nature faire son travail un peu. Et quand, du coup, la sage-femme est revenue pour refaire tout ce qui est monito, etc., je vais pas le répéter, qu'il y en avait assez régulièrement quand même, ça va être un peu redondant. Mais re-ausculter ma compagne, en disant, ah bah là, ça a bien avancé, là, t'es à 7, donc c'est vraiment, il y a vraiment du mieux, sachant que je lui avais pas dit, moi, qu'elle était entre 3 et 5 avant. Je me demandais justement en termes de sensation, est-ce que toi, de l'extérieur, tu as vu une différence dans son seuil de douleur ou finalement ça lui a donné peut-être un nouvel espoir, un regain d'énergie ou je ne sais quoi? Non, je l'ai pas vu forcément avoir plus, enduré un peu plus. Non, pour le coup, non, je l'ai pas vu endurer plus que. Ok, donc du coup, c'était un vrai bénéfice finalement cet acte. Ah oui, pour le coup, c'était un vrai bénéfice. Ok. Mais bon, je pense qu'elle endurait quand même beaucoup parce que je l'avais jamais vu pleurer avant ça. Point début à Et tout. clairement, je l'ai vu pleurer. Ouais, mais pleurer de douleur. Autant l'avoir pleuré, on pleure tous de joie, de tristesse, de plein de choses. Ouais. Mais de douleur, je l'avais jamais vu pleurer de douleur et je pense que quand c'est la première fois, c'est assez perturbant dans ce cadre-là. Du coup, on était aux 7 centimètres de dilatation. Et ça, ils vous l'ont communiqué? Ouais. Ok. Donc, j'ai pu faire un peu de massage, des points de massage, vraiment des positions d'aptonomie qu'on avait vu en aptonomie pour vraiment lui soulager un peu sa douleur, etc. Donc jusque-là, tout allait bien. La sage-femme m'a quand même conseillé d'essayer de mettre un peu de gravité pour essayer d'aider bébé à descendre. Ouais. Mais le problème, c'est que c'était pas forcément des positions dans lesquelles elle était confort. Donc c'est un peu, on est un peu coincé, on a un peu le cul entre deux chaises entre est-ce qu'on veut faire accoucher entre guillemets, faire avancer le travail un peu plus rapidement, ou est-ce que on veut quand même qu'elle accouche de manière un peu plus confortable. Donc là, c'est un peu Ouais. du coup, c'était 50-50, un peu, des moments, il y avait de la gravité, des moments, elle en pouvait plus, elle s'allongeait, elle dormait. Et je pense qu'elle a bien fait. De toute façon, j'ai envie de te dire, c'est elle qui sait le mieux. Elle le sent dans son corps, je pense aussi son besoin, quoi. Une fois qu'on a passé ce petit moment, du coup, elle a repris on a refait couler un deuxième bain. Une fois qu'elle était dans le bain, du coup, qu'elle était un peu à l'aise, la sage-femme est revenue faire une auscultation. Donc là, elle dit, ah bah c'est génial, t'es à 9, c'est super. Donc ça avance vraiment, on est vraiment pas loin, c'est top. Donc elle repart. Je pense qu'elle a même pas le temps d'arriver entre guillemets à la salle où elle se reposait en attendant que ma femme a fait un cri de bête sauvage. Mais vraiment c'est impressionnant le changement de vocalise entre la dilatation, je pense, et la descente.
Si Ouais. j'utilise des bons termes. Hein. Et là, il y a toute l'équipe qui arrive en courant. Donc la sage-femme du trinôme, la sage-femme et les sages-femmes d'appui, les sages-femmes de soutien, enfin, les sages-femmes Ouais. 2 du coup. Et du coup, c'était assez. Pour le coup, la poussée, elle est assez vite quand même. Enfin, la poussée, elle est assez vite. Oui, si, la descente, elle est assez vite par rapport au reste du travail. Et il y a un moment où je me rappellerai toujours, c'est ma compagne qui demande à la sage-femme ah mais est-ce que tu sais à peu près dans combien de contractions il arrive? Et là la sage-femme lui dit bah ouais c'est simple, enfin pour moi là ça se compte sur les doigts des mains quoi. Et moi dans un élan de je pense de grosses bêtises, je lui lance un non mais après il faudra sortir le placenta hein. Et là ma compagne me lâche un non mais là ta gueule. J'ai plus envie d'être poli, ferme ta gueule. Et là, je pense qu'on a tous rigolé là à ce moment-là. C'était, je pense, le petit moment rigolo de cet accouchement. Et pour le coup, je pense pas, ça aurait été impossible de la sortir de la baignoire. Elle a pu donner naissance à notre fils dans l'eau. C'est ce qui est assez chouette. Et c'est là que je me suis rendu compte que oui, en effet, un bébé, ça peut rester dans l'eau sans se noyer en fait, tant que c'est accroché au cordon. Oui, Et, normal. Oui. ah mais ça, c'est pas forcément quand on le sait pas. Ah oui, c'est impressionnant. Oui, Quand on le sait pas, ce truc-là, on se dit, oh punaise, c'est en étrange. fait, Ouais. on se dit, oh, mais il faut que je le sorte de l'eau, il va se noyer. En fait, Ah, Ouais. il est là dans l'eau, il vit sa vie. il vit sa vie. Du coup, après, ma compagne l'a attrapé et ils ont tous, enfin, été mis dans un lange, etc. Et on connaissait pas le sexe du bébé. Et c'est pas la première chose, en fait, qu'on a regardé. Ma compagne l'a attrapé, ils étaient tout de suite emballés dans un petit lange pour pas avoir froid, etc. Et quand ma compagne avait fini de lui faire un câlin, je lui ai dit, mais en fait, un garçon ou une fille? Parce que, bah, moi, au début, j'étais d'accord de pas savoir le sexe. En fait, plus on avance dans la grossesse, et en fait, plus on a envie de savoir, et plus c'est pénible de pas savoir, en Mm. fait. Et du coup, j'avais qu'une envie, moi, c'était de savoir si c'était un garçon, une fille, etc. Et bon, c'est un Il petit y garçon, avait quoi. quoi dans le paquet cadeau? Ouais, c'est ça. Ah oui, bah, c'est un peu comme ça qu'on l'a découvert. En levant le linge, on fait ah non, c'est un garçon. Y a pas de doute. Ouais, c'est ça. Et non, après, ça a été chouette. Ça a été un moment plein d'émotions. J'ai pas eu l'impression qu'elle ait perdu beaucoup de sang. Hein, franchement, presque même pas, je dirais. Hein. Ah, c'est Bah, c'est possible, hein. possible. Ce qui entoure le bébé, quoi, je pense un petit peu sur le Oui, bébé. des Parce que, pertes voilà. comme Ouais, ça. et puis mais après, de toute façon, quand le col travaille, il y a possibilité, en fait, de perdre du sang. Oui. Et puis après, si elle a accouché dans l'eau, c'est aussi très dilué, donc. Ouais, mais même il y a même pas, il y a pas eu Mm. de marée. Enfin, comme quand on se coupe, je dis une bêtise, on se coupe dans sa baignoire ou quelque chose comme ça. Il y a pas de, enfin, j'avais pas l'impression d'être dans les dents de la mer, quoi. Pardon. C'est peut-être un peu. Sur le coup, je me en suis effet. dit de quoi il Heureusement. parle. Et suite à ça, du coup, on a fini par aider ma compagne à sortir de la piscine, enfin de la piscine, de la baignoire. Mine de rien, faut pas qu'elle tombe dans la baignoire avec le bébé. Oui. C'est autant dangereux pour elle que pour le bébé. Et qui était encore accroché du coup à ce moment-là, j'imagine. Oui, il était encore accroché, ouais. Du Au coup, placenta. c'est ça. Du coup, on s'est allé s'installer tous les trois dans le lit avec la sage-femme qui était à côté, qui regardait. On a fait une première mise au sein, qui était chouette, un moment chouette. Avec toujours les sages-femmes autour de nous. Hein. Ils ont pas, c'était pas fini. Ah bah c'est bon, vous avez votre bébé, allez. Ciao. À tout à l'heure, hein, on va boire un café. Et non, c'était vraiment avec les sages-femmes autour. Et puis au bout d'un moment, bah, les sages-femmes, du coup, on regardait si le cordon était, enfin, pour sortir le placenta, en fait, si le cordon était bien, etc., s'il n'était pas coupé, si tout allait bien. Et pour faire descendre le placenta, une petite piqûre d'ocytocine comme il faut dans les protocoles hein, pour faire sortir le placenta. Mais ça venait pas forcément. Du coup, ce qui était proposé, c'était ma compagne a dit, bah, sinon, en fait, je peux me lever. Et Oui, avec la gravité. Ouais. du coup, on a coupé le cordon pour que moi, je profite un peu de mon fils et qu'elle puisse aller s'occuper de son placenta, entre guillemets. Et finalement, elle a fini par le sortir en tirant sur le cordon, Ouais. en déroulant des mètres et des mètres de cordon. Ouais, c'est fou ça. Il y a des gens, ils ont des cordons minuscules et il y a des gens, ils ont des cordons à l'amplitude. Ouais, c'est ça. Alors que le placenta était pas très gros pour le coup, c'était vraiment un petit placenta. Mais en fait, c'était que du cordon. Le placenta était constitué à 90% de cordon, je pense. Et du coup, c'était assez impressionnant d'avoir tiré sur tout ça. Oui. Après, quand on dit on tire dessus, il est déjà décroché. C'est juste que ça le fait Oui, descendre. oui, c'est ça. Je le dis aux gens oui. pour pas qu'ils s'imaginent qu'on Non, mais c'est l'arrache comme tout. quand on dit des mètres et des mètres. Faut pas s'imaginer qu'il a fait une Oui. bobine. Non, il n'y a pas une bobine, mais je pense qu'il y avait plus qu'un mètre quand même, je pense. Ah, c'est possible. Ah hein. ouais.
Ah oui, non, c'était un 1 mètre, sacré je long sais quand même. pas, tu vois. Ah si, si. Et non, un petit placenta pour le coup. Et puis après, une fois que j'ai fini de profiter de mon fils, elles nous ont quand même laissé. Elles ont vérifié que notre fils allait bien, tout allait bien, qu'il n'avait pas froid, etc., qu'il était en forme. Elles nous ont procédé aux premières vérifications sur le bébé, et puis après elles nous ont laissé en profiter un petit peu, Mmh. avant de revenir vraiment pour faire tout ce qui est pesé, etc. Bon, l'auscultation bien sûr de ma compagne aussi, hein, savoir s'il n'y avait pas de déchirure, comment allait son périnée, s'il n'y avait pas d'hémorragie, tout ça. Donc Oui, bien sûr. Mmh. ça franchement de ce côté-là tout va bien. Enfin, si ça peut rassurer les futures mamans, je pense que c'est du cas par cas, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend du Mmh. corps de chaque femme, je pense. Mais il faut pas avoir peur je pense qu'il faut pas avoir peur de ça. Oui. Et qu'il faut profiter, je pense, de ce moment-là, qui est un moment quand même assez unique. Que ce soit, même si on a 4 enfants, même si on accouche 4 fois dans une maison de naissance, Oui. je pense que chaque accouchement est unique, chaque rencontre avec un bébé est unique, et je pense qu'il faut en profiter et le vivre pleinement, quoi. Mmh. Dans l'ensemble, une fois que tout ça s'était fait, on est resté quelques heures à Fam avant de pouvoir rentrer doucement à la maison. Il était quelle heure du coup finalement? J'ai pas suivi dans le courrier. Donc du coup, notre enfant, il est né à 7h19. Ah oui, ouais. Du coup, vous avez enchaîné 2 nuits, Ouais. ouais, rudes. Ah oui, bah après, en rentrant, je sais que bébé et moi, on a bien dormi. J'allais dire gros Ma, dodo, quoi. ouais, ma compagne un peu moins, elle a dormi 2 heures, elle savait. Moi, j'ai dormi, je pense. Ouais, la- il peut y avoir un peu avec les hormones et tout ça, chez la L'adrénaline. mère, ça peut être ouais, l'adrénaline, tout ça, ça peut être compliqué. Du coup, comme tu disais, vous êtes rentrés chez vous puisqu'en maison de naissance, il y a pas de séjour sur place. Donc, à partir du moment où, les 2 ou 3 heures de surveillance, minimale ont été faites et que les parents se sentent à partir parce que est-ce que vous avez dormi un peu, du coup, avant de partir? Non, franchement, non, on a profité. Je pense qu'on était dopés aux hormones, Oui. autant ma Après, vous compagne étiez à que moi. 10 minutes de route, tu disais, enfin, vraiment, vous Oui, étiez à c'est côté ça. aussi 10, parce 10 minutes, que c'est pas 1 heure, ouais. 1 heure, j'aurais voilà, dormi. c'est ça. Il y a certains parents, ouais, quand ils habitent plus loin, on leur propose de faire une petite sieste avant de repartir ou de en tout cas, l'idée, c'est qu'il y a pas donc de séjour et donc il y a ce qu'on appelle le retour précoce, à domicile et dans votre cas, du coup, vous êtes rentrés très rapidement et comment s'est passé ce retour? Comment vous avez vécu, les premiers temps? Et toi, comment tu as vécu les premiers jours en tant que père? Les premiers temps, c'est quand même assez chouette. On se dit, moi, un truc tout bête, quand je suis arrivé chez moi, j'ai expliqué à mon fils, je dis, bah, voilà, c'est ta maison. Même si je sais qu'il comprend rien et que c'est un petit bébé tout frêle, tout fragile, bah, je sais pas, pour moi, c'était important Mmh. de lui dire, bah voilà, là, c'est ta maison. Et j'ai fait un petit tour assez rapide de la maison. Je dis, bah là, ce sera ta chambre, là, c'est la chambre de ton frère, là, c'est notre chambre à nous, et tu vas dormir là pendant quelques mois de ta vie, quoi. Et puis voilà, après on s'est calé et puis on a dormi. Pas forcément dans les règles de Kododo, hein, parce que bon, au début un bébé, ça a pas forcément envie de se décoller de ses parents. Mmh. Étonnamment, il voulait pas se décoller de moi, c'était assez chouette parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, il veut plus se décoller de sa mère. Mais non, du coup, c'est assez chouette, mais on est quand même super inquiet de plein de choses parce qu'elle nous donne plein de conseils. Et sage-femme, elle nous explique quand même le Kododo, tout ça, on en parle dans les prépa à l'accouchement, donc on explique le Kododo, etc., les questions qu'on a. Et en fait, on essaye de faire au max qu'on peut, mais au final, le Kododo, ça finit en je me cale des coussins de grossesse de tous les côtés pour plus bouger, et l'enfant est au milieu de moi et je suis un matelas, quoi. Donc, Et du coup, en parlant de questionnements que vous pouviez avoir, du coup, les sages-femmes, elles sont venues à domicile à partir de quand? du lendemain, c'est ça, on a eu une visite tous les jours, je crois, la première semaine, ou 4 jours. Franchement, j'ai plus en tête Ouais. les jours exacts, Après. mais je sais qu'on nous a vu régulièrement, les sages-femmes, et puis après, il y a eu tout ce qui est des tests, on les a vus un peu plus souvent au début, comme c'est un bébé d'hiver, il y a l'histoire de la jaunisse. OK, ouais. Donc, il y a eu ça, et puis à un moment, son poids a stagné, mais pas beaucoup, hein, parce que clairement, après, sa courbe de poids, elle est quand même, cet enfant vise le sommet, hein. Et non, du coup, et dès qu'il y avait le moindre doute, moi, les sages-femmes ont eu un doute sur la prise de poids qui ne se faisait pas. Du coup, il y a eu deux jours où le poids, il était le même à 5 grammes près, quoi. Enfin, Mmh mh. du coup, ils ont rajouté une visite le lendemain, et bon, le lendemain, il avait repris du poids, donc tout allait bien. Mmh. C'est vraiment pas il n'y a pas de, ah, bah, on fait le minimum syndical et puis après, salut, quoi. C'est vraiment, Ouais, ouais. on sent que les sages-femmes, elles sont investies et qu'elles nous donnent des conseils. On était souvent dans notre chambre qui est à l'étage et qui est pas forcément très lumineuse, et comme c'est un bébé d'hiver et qu'il y a la jaunisse, on se dit, ah, ce serait quand même bien d'essayer d'exposer un peu plus. Bon, du coup, on a vécu dans la véranda 2 jours et voilà, la jaunisse était passée, quoi. Ouais. Parce que du coup, il a eu une jaunisse, c'est ça?
Oui, il a une petite jaunisse, ouais. OK. Donc après, c'est assez courant sur les bébés d'hiver, hein, donc c'est pas. Oui, oui, et puis c'est pas très grave la jaunisse, si ça est réglé. Ouais, ils nous en avaient bien parlé, les sages-femmes, donc il y avait pas de. Comment dire, c'est pas un truc qui m'a inquiété, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, tu nous parlais tout à l'heure que tu présentais la chambre de son grand frère à ton fils. Oui. Et donc, ton beau-fils a presque 5 ans de plus que ton bébé, si je me trompe pas, Bah, à peu il près. a 5 ans, ouais, à 15 jours Ouais. près, il a 5 ans de Ah plus. oui, c'est vraiment très proche, oui. Et du coup, on se demandait comment il avait réagi à l'arrivée de son petit frère. Et si vous aviez trouvé dans la maison de naissance peut-être une façon de l'impliquer dans cette nouvelle aventure familiale, quelque chose qui avait pu être mis en place avant avec les sages-femmes de la maison de naissance. Pas comme c'est un petit garçon, c'est un peu plus compliqué vraiment de l'impliquer pleinement, mais dès qu'il y avait des réunions, en tout cas les réunions auxquelles on a participé, il était souvent là. Hmm. Il était souvent là. Il adorait visiter la maison de naissance alors qu'il avait déjà visité peut-être 50 fois, mais et à chaque fois c'était non mais vous savez, je suis né là quand même. Oui, c'est vrai Le qu'il Donc scoop. était là. oui, c'est ça. Il est très fier de. À chaque fois, il posait la question innocemment. Alors qu'il est malin et qu'il sait ce qu'il fait. Non mais maman, c'est vrai que je suis né là, hein? Oui. Du coup, c'était assez mignon et assez drôle. Et non, à la maison, il est super à la maison. Il prend super soin de son frère, même limite trop. Donc non, c'est assez. Je pense que c'est la chance d'avoir 5 ans d'écart. C'est qu'à 5 ans, on commence déjà quand même à Oui. être un peu plus mature. Et puis il est assez en avance quand même sur certains points. Et non, il est là toujours faire attention dès que son petit frère pleure, il arrive. Oh non, faut pas pleurer. Lui faire un câlin, ce genre de choses. Trop Donc bien. non, c'est assez chouette, c'est assez mignon. Oui, du coup, ça s'est fait assez fluide. Parce que des fois, l'arrivée d'un deuxième, ça fait un peu peur. C'est ça. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de la première tétée aussi. Donc, vous avez fait le choix de proposer l'allaitement à votre enfant. Et on se demandait si tu pouvais parler un peu de ton rôle dans ce processus, puisque tu parlais notamment de la peur d'être inutile pendant l'accouchement, mais l'allaitement, ça crée aussi parfois un questionnement sur son positionnement. Et du coup, on se demandait comment tu avais comment t'avais, quel avait été ton rôle dans ce processus et comment tu avais accompagné ta compagne dans cette expérience. Je pense que le rôle du coparent dans l'allaitement, parce je pense qu'on peut être une femme coparent et en fait pas pouvoir allaiter parce qu'on n'a pas eu les hormones, etc. On peut aussi allaiter, c'est une possibilité, mais c'est un peu complexe, mais c'est une possibilité. Oui, ça se fait, oui, pas avec des médicaments, je crois, non? Oui, avec des stimulations. Enfin, c'est tout un protocole. Ouais. Je le connais pas bien, mais oui. Mais je pense que le plus important, c'est de se dire qu'en fait, c'est pas un moment qu'on nous vole, parce qu'en fait, Oui. je pense, hein, du nombre d'études que j'ai lues et comment dire, ou de débats que j'ai écoutés, moi, c'est un avis personnel. Si vous avez la possibilité et l'envie d'allaiter, ben en fait, faites-le. Laissez pas les gens vous dire ah ben non, mais enfin, en fait, c'est vous et votre avis, votre corps, Mmh. votre bébé. Et je pense qu'il faut pas avoir honte, que ce soit d'allaiter dans un resto, d'allaiter machin, d'allaiter n'importe où. En fait, au bout d'un moment, ça fait partie de la vie. Personne va aller râler sur une vache parce qu'elle est en train d'allaiter son veau, quoi. Mmh. Ou personne va aller râler sur, enfin, je sais pas. Tout le monde va trouver ça mignon d'aller de voir une otarie téter sa maman. Bah, c'est pareil, en fait, un bébé, ça tète sa mère. Et si vous en avez envie et la capacité, ben, faites-le parce que c'est plein de bonnes choses déjà. Et je pense que le coparent, dans ce moment-là, il doit surtout se dire que, bah, en fait, il est quand même là, même si c'est pas lui qui nourrit son enfant, bah, en fait, il est quand même là. Il peut soulager la maman. Une fois que bébé a tété, s'il y a besoin de faire un rot, ben, il peut s'en occuper, par exemple. Mmh. La tétée, c'est un moment un peu privilégié entre maman et bébé, mais après, le coparent, il peut avoir plein d'autres moments. Il peut bercer son enfant pour dormir, il peut lui servir de coussin pour une petite sieste, il peut lui faire un câlin, il peut être à côté, il peut faire des petites caresses à son enfant pendant qu'il tète, il peut aussi juste aider la maman. Mmh. Est-ce que tu veux un coussin d'allaitement? Est-ce que tu es confortablement installé? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as besoin est-ce que tu veux que je te masse? Est-ce que tu veux manger quelque chose? Enfin, tout ce genre de choses. Il Mmh. faut, je pense, être acteur, mais on peut être acteur, mais pas acteur principal. C'est tout, en fait. On est Mmh. juste, on est un second rôle, mais enfin, les seconds rôles, c'est très bien aussi, hein. Ouais. Et puis comme tu disais, les moments où c'est pas la tétée, tu peux être, premier rôle, hein. C'est ça. Il faut juste trouver sa place. Il faut pas se focaliser sur. Je comprends que ça fasse peur aux coparents. Et j'avais cette peur, hein, moi aussi, de me dire, bah, en fait, si tu lui donnes à manger, moi je suis qui pour cet enfant? Parce qu'au final, Ouais. c'est vrai Oui. que ça reste un non mais ça reste un besoin primaire, ce qui est normal. Un bébé,
Je suis la femme de ménage, c'est ça? Non, c'est ça, je lui change les couches et puis c'est tout. Je jette les Mais caca. mais un bébé, ça mange, ça dort au tout début. Bien Après, sûr, bien sûr. ça grandit, ça a des interactions, mais au début, c'est ça mange, ça dort. Ouais, mais comme tu disais, rien qu'après les petits sommeils, les câlins et tout, ça peut être, même si tu le prends en portage le temps d'une promenade ou ce genre de truc. Bah, c'est ça. Il faut trouver, entre guillemets, ces moments avec son bébé. Il faut pas se dire: «Ah, ma compagne, elle me vole mes moments parce qu'elle allait». Ben non, justement, vous devriez être content. Elle a la chance, votre bébé, il a la chance de profiter d'un lait, qui est, juste trop bien pour lui. Alors, et puis profiter, on peut faire 1 milliard de choses avec du lait maternel. On peut, Ouais, votre c'est bébé, vrai. il se griffe, vous lui mettez 3 gouttes, vous voulez lui faire un coup de poire, bah, plutôt que de mettre du sérum fille, vous mettez du lait maternel, Ouais, on peut partout. faire des savons, on peut faire des glaces, on peut faire Non, mais c'est vrai, bébé, il a les fesses un peu rouges, hop, un peu de lait maternel, enfin, ouais. on fait tout avec ça. C'est sûr. Mais les premières semaines, c'est clair. En même temps, c'est bourré d'anticorps. Même les piqûres, de moustiques, bah, alors pour le coup, toi, vu que c'est un bébé d'hiver, c'est moins mais même pour les piqûres de moustiques et tout, c'est super. OK. Ouais, je savais pas pour les piqûres de moustiques, tu vois. Et du coup, est-ce que la maison de naissance, elle vous a donné des conseils? Est-ce qu'elle t'a guidé peut-être toi aussi dans cet allaitement ou comment ça s'est passé votre accompagnement par la maison de naissance au niveau de l'allaitement? Les sages-femmes, elles nous ont un peu, comment dire? Enfin, elles ont observé un peu les tétés et cetera, parce qu'en fait, on a un enfant qui a un frein de langue un peu court et du coup, on va faire une frénectomie, bientôt là, incessamment sous peu, Ouais. d'ailleurs. Et en fait, on le savait pas au début. Avant le rendez-vous du 1er mois, on savait pas qu'il a un frein de langue court. Du coup, au début, l'allaitement se passait à peu près bien. Bon, il pétait quand même beaucoup cet enfant, parce qu'il Ouais. prenait beaucoup d'air, mais ça, on s'en rendait pas forcément compte tout de suite. Et les sages-femmes se sont rendues compte qu'il aspirait beaucoup d'air. Du coup, bah, on nous ont conseillé de contacter une orthophoniste et entre-temps, en fait, on avait eu le rendez-vous du 1er mois et la pédiatre nous a dit: «Ah, je trouve qu'il a un frein de langue un peu court». Nous, enfin, on n'est pas médecin, hein, on sait pas ça Ouais. veut dire quoi un frein de langue court, enfin, Ouais. OK, il a des petites oreilles, c'est pareil, quoi. Enfin, je veux dire, ça veut dire, s'il y a pas d'explication derrière, on n'en fait rien il y a un frein de langue court. Oui. Et du coup, en revoyant les sages-femmes et en leur donnant, cette indication du médecin, elles nous ont dit: «Bah, en effet, il y a un frein de langue court». Elles nous ont expliqué que ça pouvait, gêner dans l'allaitement et cetera et que dans ce cas-là, il fallait peut-être voir, un ou une spécialiste et elles nous ont donné le contact d'une orthophoniste qui a pris en charge, enfin le suivi grosso modo de notre enfant et nous donner un peu des exercices pour de la «rééducation» entre guillemets, du coup pour réapprendre un peu à téter à notre enfant et finalement, il faut quand même une frénectomie parce qu'on y a fait peut-être 3/4 du chemin et le dernier quart qui va lui manquer, bah, Ouais. c'est ça qu'il faut, quoi. Et du coup, la frénectomie, vous le faites faire par qui? Dans quel contexte? Bah, c'est des chirurgiens dentistes qui font ça en fait, D'accord. spécialisés dans ça. OK. Je crois que ça peut être fait aussi par, des ORL, mais peut-être qu'on peut dire en 2 mots ce que c'est une frénectomie aussi pour les gens qui nous Oui. écoutent? Ah oui, bah, c'est une frénectomie, c'est juste, une coupure du frein de langue, quoi. On coupe le frein de langue. C'est ça, c'est une petite incision avec un scalpel. C'est même au laser. Ah ouais, au laser? Je savais qu'il y en a qui le faisaient, avec, juste une lame. Ouais. C'est à la mater, je crois qu'ils font ça, parce que il a une cousine qui est née, peut-être, 2 semaines et demie après lui, à la mater, ils s'en mettent pas avec le côté, là où elle a accouché, attention toutes les maters, c'est pas comme ça, j'ai pas envie Mmh. moi j'ai rien contre De les maternités. généraliser, ouais. Ouais, c'est ça et eux, ils ont pas cherché à comprendre, ils ont coupé le frein de langue, direct, hein. OK. Enfin, en tout cas, il faut savoir que c'est, indolore, pour, les personnes qui se posent la question, c'est enfin indolore. En tout cas, c'est pas, quelque chose de traumatisant ou quoi. C'est comme tu dis, en plus, Ouais. si c'est fait au laser, je veux dire, c'est C'est ça. Ça dure quelques secondes, ouais. 1 seconde. après, libre à chacun Oui. d'arriver Mais à du le coup, faire ou souvent, pas. c'est ouais, le frein de langue donc qui est souvent trop court et qui empêche donc la succion, comme tu disais. Donc, potentiellement, l'allaitement, ça fait plus d'air et ça peut faire des crevasses chez la maman aussi. Donc, si vous C'est avez des ça. crevasses. Et ça peut également, à terme, poser des problèmes de diction. Et c'est pour ça, ou pour avaler, quoi. Ouais, Déglutition. même de nutrition, hein, de déglutition et même de nutrition, hein. Ouais. Mais oui, c'est indolore et ça se fait bien. Il y en a, ça arrive plus souvent que ce qu'on pense, hein. Oui, c'est très fréquent, ouais. Et on se demandait aussi ce qui t'avait surpris ou marqué dans la manière dont la maison de naissance prend en compte le rôle du père dans cette aventure. Bah, je pense qu'elle lui donne quand même une vraie place. Parce que tu sais, c'est encore un truc moi qui m'avait choqué et qui avait choqué les sages-femmes quand je leur avais expliqué, mais sur la liste des affaires à amener à la maternité du coup et pas à la maison de naissance, il y a quand même écrit des jetons pour le café pour le papa. Ouais.
En mode, le papa, il va boire un café pendant que les pros, ils font leur taf, quoi. Va boire des cafés là-bas. Enfin, ça fait vraiment l'enfant, vous Ah, c'est savez, marrant. l'enfant quand vous êtes avec des amis là, et il en peut plus, il est surexcité. Ah bah tiens, va voir là-bas, là, il y a un jouet qui traîne. Et enfin, ça fait un peu ça, quoi. Ça fait laisse les adultes entre eux et va voir là-bas ce qu'on fait. C'est marrant quand tu l'as dit, moi j'ai pas du tout pensé à ça. Je me suis dit c'était pour que le papa tienne le coup, justement, si c'était long ou quoi. Genre pour qu'il Ouais, reste éveillé, tu vois. ouais, bah moi je l'aurais pas mis comme ça du coup. Enfin, j'aurais pas dit des jetons pour la machine à café, quoi. Je Ouais. comprends, ouais. Mais je pense, pour le coup, oui, je pense que les deux sont interprétables. C'est étrange, en fait, parce qu'en maison de naissance, t'as le sentiment de proximité, parce qu'il n'y a pas ce fameux truc de la machine à café. Mais oui, je pense que c'est l'idée, à mon avis, qui se restaure à un moment donné d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que oui, la formulation peut faire cet effet un peu distancié, quoi. Ouais, moi personnellement, je l'ai interprété comme étant vraiment, bah, le papa, il va aller Va boire son t'occuper. café et c'est ça. On Faire la t'appelle partie de flipper. quand le bébé. C'est ce C'est que ça. j'allais dire. On va faire une partie de flipper, là. Les références de vieux. On t'appelle quand bébé est sorti, quoi. C'est un peu. Ouais. Tu viens de parler donc de ce qui t'a marqué dans l'inclusion du coparent au sein de l'accompagnement en maison de naissance. Qu'est-ce que, du coup, en suite de cette prise en compte de toi, du conjoint, de l'accompagnant, quel qu'il soit, qu'est-ce que ça a changé dans ta vision de la naissance et du rôle de père en suivant? Bah, ça m'a quand même permis de me rendre compte que bah, l'expression qui dit un enfant, ça se fait à deux. Et ben, en fait, oui, un enfant, ça se fait à deux du début à la fin. Je dis pas, il y a des choses dans la vie qui font que, bref, on va pas parler de choses tristes, mais je veux dire, un accident, ça arrive, ce genre de choses, ça arrive, mais je pense que un enfant, ça se conçoit à deux, Mm. et ça doit être mis au monde à deux, au moins à deux. Si on est plus que deux, hein, mais Mmh. au moins à deux, quoi. Et avec le recul, qu'est-ce que t'aimerais dire à un futur papa qui hésite encore à choisir peut-être un accompagnement en maison de naissance pour l'accouchement de son enfant? Qu'il hésite, je pense que ça va dépendre surtout de ce qu'il a envie et de ce qui lui fait peur ou pas justement de comment sa compagne elle le vit. S'il y a que lui qui est hésitant et que sa compagne elle a envie d'y aller, j'ai envie de dire qu'il a rien à perdre en fait à essayer le suivi. Et au pire, il le dit aux sages-femmes, bah écoutez, j'accroche pas, j'aimerais bien basculer vers un suivi à l'hôpital. De toute façon, il faut être 2 au minimum pour accoucher en maison de naissance. Il faut, la personne qui accouche et un accompagnant. C'est pas possible d'arriver, toute seule et de se dire: «J'accouche chez vous». Ça marche pas. Mmh. Donc, dans tous les cas, soit il se met d'accord avec sa compagne, et il y va et il va essayer au pire, il peut essayer, ça pour moi ça n'engage en rien d'essayer. Si au bout d'un moment il accroche pas et dit: «Bah écoute, je suis plus à l'aise à ce que ce soit un peu plus médicalisé», ça c'est une discussion qu'il a à avoir avec sa compagne. Mais il faut qu'il sache qu'en France on est quand même, les maisons de naissance elles sont quand même collées aux hôpitaux souvent, que le transfert est quand même assez rapide. Donc en fait, c'est comme si elle accouchait à l'hôpital. Mmh. Mais juste pas dans une atmosphère d'hôpital. Mmh. On a tous cette notion, j'ai rarement entendu des gens me dire: «Ah j'adore l'hôpital, ces murs blancs, ça me donne tellement envie». Ben, en fait, on a l'impression d'être à l'hôpital, enfin, on a l'impression. On peut se sentir à l'hôpital parce qu'on est dans le cadre des murs de l'hôpital, mais sans cette ambiance, ben, mur blanc, un peu des bruits bizarres, un patient qui hurle dans le couloir. Les bip bip. Non, mais après, il y a des gens qui se sentent rassurés, par contre, par le cadre médical. Ça, c'est une possibilité. Moi, je connais des gens, et je peux l'entendre et le comprendre, qui ont cette dimension où ça les rassure, Ah bah oui, d'être protégés par le cadre médical. c'est Oui, ça, bien il y sûr, a par la faut se dire. technologie Voilà, c'est ça, la principalement. technologie. Mmh. Pas les murs blancs, mais Oui, oui. En France, je dirais pas que c'est une chance, parce que du coup, c'est plein de contraintes pour l'installation des maisons de naissance, mais oui. ça a le côté d'être une chance dans le sens où c'est rassurant pour les parents de se dire Oui. que, bah, en fait, au moindre souci, l'hôpital, il est, enfin, souvent, c'est une porte, hein. Mmh. Une Oui. porte et on est à l'hôpital, hein, donc c'est En tout pas. cas, c'est moins de 500 mètres Ouais. dans la législation Dans la française, c'est ça? ouais, dans la loi, c'est ça. En fait, c'est le seul pays d'Europe, en plus, où il y a une demande de contiguïté. Donc en effet, même les futurs à venir,
en tout cas tant que la loi reste inchangée, auront aussi cette contiguïté. C'est même plus de la proximité, hein, c'est vraiment une contiguïté, c'est-à-dire que même typiquement si on prend celle de Castres qui est qui est vraiment une petite maison à part, comme disait Capucine, il y a vraiment moins de 500 mètres qui la séparent en fait du bloc des urgences de la maternité. Donc en fait, c'est un transfert direct. C'est au lieu que ce soit un couloir intérieur, c'est une zone extérieure, quoi. Mais c'est la même chose. Oui. Et après, j'aimerais préciser aussi que sans maternité, les maisons de naissance n'existeraient pas aussi. Donc du coup, il y a quand même cette Bah oui, bien sûr. interdépendance. Quand bien même les maisons de naissance ont tendance à plus dépendre de l'hôpital que l'inverse, ça n'empêche que c'est une dimension qu'il faut pas oublier, quoi. En tout cas, tu viens de nous dire quelque chose qui pourrait rassurer les conjoints pour faire un suivi à un accouchement en maison de naissance. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner aussi par rapport à cette peur que tu nous as partagée d'ailleurs, toi, qui est de ne pas trouver sa place le jour J? Je pense qu'il faut surtout s'attendre à rien. Parce que je pense qu'on a beau se faire des plans sur la comète en se disant mais de toute façon, ma femme, elle aime trop que je lui fasse des câlins, des papouilles quand elle va pas bien. Souvent, on se dit, moi le premier, hein, je me suis dit, ça se trouve, c'est comme quand elle est pas bien et qu'elle a ses règles, quoi. Je me dis, en fait, elle a peut-être besoin, elle a besoin de chocolat, elle a besoin d'une bouillotte, elle a besoin de 3 gratouilles, des papouilles, ce genre de choses. Mais en fait, le jour de l'accouchement, ça peut être ça, comme ça peut être complètement l'inverse. Moi, j'ai discuté avec des papas justement dont les femmes ont accouché en maison de naissance et c'était, tu me touches pas. T'es là en fait, mais même si on n'est pas dans l'actif, je pense que la présence elle est importante parce qu'en fait, parfois on a besoin que de ça, d'une présence. On a juste besoin d'une présence et rien que ça, des fois, ça vaut tout le soutien du monde. Et je pense que il faut juste se dire que peu importe le moment, peu importe quand ça arrivera, en fait, notre place, on va la trouver. Il faut pas s'inquiéter, en fait. Je pense que la place, on va la trouver et peu importe comment on va la trouver, on va finir par la trouver. C'est chouette, c'est motivant en tout cas et rassurant. Maintenant que tu nous as parlé de toute cette aventure et donc avec tout ce que ça t'a apporté et pendant le suivi de grossesse, au moment de l'accouchement et même du coup en postpartum avec l'allaitement, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est pour toi une maison de naissance? C'est une maison de naissance, je dirais que du coup, avec un peu plus d'émotion, je dirais qu'une maison de naissance, c'est déjà, je dirais que c'est une maison où on se sent bien. Déjà, le terme maison de naissance est bien choisi pour ça. Parce que c'est une maison et dans une maison, on y est quand même, on est bien quoi. Le terme maison pour moi, c'est quelque chose, c'est un endroit où on se sent bien, où on se sent à l'aise, on se sent chez soi, entouré je pense de personnes qui malgré elles, feront partie de la vie de l'enfant qui va naître, parce qu'elles l'auront connu tout rikiki, de la taille d'une framboise, si on écoute les applis de grossesse, jusqu'à la taille d'une pastèque. Et en même temps, c'est un univers que j'ai trouvé super bienveillant, super à l'écoute du parent que je suis et de tous les parents avec qui j'en ai discuté. C'est ça, c'est vraiment de l'écoute, de la bienveillance, du conseil, du non-jugement aussi, qui est appréciable. On n'a pas tous le même backup familial, on n'a pas tous la même histoire familiale, la même façon de gérer les choses, de se dire je vais être un papa comme ça, je vais être une maman comme ça, je vais être ça, il y a aucun jugement là-dessus et c'est vraiment on dit qu'il faut un village pour élever un enfant, mais moi je pense qu'il faut aussi en fait tout un village pour le faire naître. Et vraiment la maison de naissance, c'est ce village en fait. C'est vraiment le noyau central avec les parents. Autour, il y a les sages-femmes et encore autour, il y a tous les professionnels vers qui elles peuvent nous envoyer. Et encore, en fait, c'est juste c'est un village qui fait que grandir et qui au final au centre, c'est ce tout petit bébé qui va naître. Mmh. Voilà ma définition de la maison de naissance. Ah bah, c'est une belle définition. Quand tu décrivais le cercle, je le dis pour nos auditeurs qui te voient pas, mais tu faisais le geste avec les mains des cercles et ça me faisait penser à l'onde dans l'eau, tu sais, qui se Oui. propage. Je trouvais ça du coup assez beau et poétique comme vision. Et enfin, avant de nous quitter, je vais te poser la question que je pose depuis plus d'1 an maintenant à tout le monde. Est-ce que tu aurais une astuce à partager aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent avoir un accouchement physiologique? Le conseil pour moi, ce serait d'arriver le plus reposé possible.
Parce que Première contraction d'essayer de dormir au maximum. La nuit de pré-travail, faut la dormir, quoi. Non, c'est ça. Non, mais c'est l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai voulu être là en soutien auprès de ma compagne. En fait, j'aurais dû dormir. C'est vrai que la deuxième nuit, Ouais, mais elle on a peut dû pas être dure. savoir. On peut pas savoir. Oui, je me suis endormi quelques fois quand même. Mm. Oui, mais parfois, tu vois, je m'en veux un peu d'être endormi. Ouais, je comprends. Parce que je me dis que j'étais pas forcément là pour elle. Et alors qu'après en avoir rediscuté, pas du tout, tu vois, Et c'est important parce que si tu flanches parce que t'as pas assez dormi, c'est là où tu pourras plus du tout être là pour elle aussi. Donc c'est ça. quand même C'est une ça. dimension qui reste importante. Mm. Je comprends l'effet un peu, puisque toi tu t'es mis en pause, alors t'as pas conscience trop de ce qui s'est passé pendant que tu dormais et de combien ça a manqué. Puis comme on vit quelque chose d'hyper asymétrique, à ce moment-là, il y a un peu cet effet. Mais en effet, il y a besoin de dormir. Et vous, ça a duré longtemps. Donc oui. Oui. Après, faut pas s'inquiéter que ça dure longtemps. Un Oui. premier enfant, ça dure longtemps, un premier enfant. Enfin, en général, mais ça veut tout rien dire. Oui. Ça peut être long comme ça peut être très court. Oui. Et l'important, c'est de profiter de ce moment et vraiment de se dire, je dirais de connaître ses limites quand même, de connaître ses limites et celles de sa compagne, celle de la maman qui va accoucher, parce que c'est important de pouvoir être là au cas où son état de conscience est altéré. Parce que ça peut arriver aussi. On n'en parle pas beaucoup, mais l'accouchement, ça peut altérer la conscience de la femme qui accouche. Et parfois, c'est quand même bien de connaître sa partenaire, de savoir si elle va être, si elle est à bout ou si vraiment il lui reste de la réserve ou pas. Parce qu'elle peut nous dire non, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Et si au final la personne elle doit être transférée dans l'urgence parce qu'en fait elle a trop donné et qu'elle en peut plus, vaut peut-être mieux la transférer avant sans urgence en se disant écoute on y va tranquille, là tu peux pas aller plus loin, tu vas franchir la ligne rouge. Vaut peut-être mieux se dire de vivre un transfert un peu plus simple. Avec moins de stress. Moins traumatique, du coup. Oui, moins traumatique parce que je pense que ça en plus de traumatiser peut-être la maman si vraiment c'est pas son projet et que du coup elle soit traumatisée et qu'elle le regrette etc. Après il y a tout un travail à faire derrière, mais ça peut aussi traumatiser du coup le coparent qui s'est vraiment mis à fond dans ce projet, parce qu'on peut pas, pour moi on peut pas décider vraiment d'accoucher dans une maison de naissance sans y être à fond. On peut pas se dire je vais accoucher en maison de naissance pour faire plaisir à ma femme parce que bon écoute voilà, j'ai envie d'être gentil, ça a l'air de lui tenir à cœur, je vais l'accompagner pour lui faire plaisir. Pour moi, si on n'y adhère pas, sans être un extrémiste des maisons de naissance et d'aller manifester à tous les coins de rue pour les maisons de naissance, mais je veux dire, si on n'y croit pas un petit peu, en fait, on n'y arrivera pas. Oui. Après, il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent et pour qui sont encore jamais lancés, au début, on peut en effet suivre sa conjointe sans trop savoir dans quoi on s'embarque et pas être forcément fervent défenseur dès le début. Mais par contre, c'est quelque chose qui naît au fur et à mesure du suivi. Et le jour J, c'est important en effet d'être pleinement là et dans le projet tout autant qu'elle. Oui, et puis il y a tellement de... Je pense qu'il faut pas hésiter quand on hésite à se renseigner, parce qu'en fait c'est comme tout. Moi, l'autonomie, j'y croyais pas une seconde. On a chance d'avoir un café spécial maman qui a fermé il y a pas longtemps, c'est dommage. Mais du coup, j'ai fait une conférence sur l'autonomie et je me suis dit, on peut essayer. Ça ne mange pas de pain, quoi. Je pense qu'il faut juste se dire d'essayer, de se renseigner un peu avant, ce soit de lire des témoignages, parce qu'il y aura tout en témoignage. Je pense qu'il n'y a pas que des accouchements qui se passent bien. Mais il faut avoir conscience de tout. Et ça, les sages-femmes, elles sont aptes à répondre à nos questions. Par exemple, j'y pense parce que moi c'était une des choses que je voulais savoir avant l'accouchement, c'était toutes les raisons de transfert. Elles me les ont toutes décrites et en fait, je me rappelle qu'en sortant de là, j'ai dit à ma conjointe, en fait, il y a plus de chances que tu sois transféré que tu accouches à la maison de naissance là, avec tous les cas possibles de transfert. Finalement non, elle a accouché à la maison de naissance et elle a pas été transférée, quoi. Donc il faut pas hésiter à faire part de ses besoins en termes d'informations nécessaires, de peur. Je pense qu'ensuite, une fois qu'on est assez informé, on peut y aller, parce que de toute façon il y a plus qu'à après. Pour résumer les astuces, donc en gros il y a le gros dodo, connaître son partenaire et se renseigner à fond si jamais on a des interrogations. C'est ça. Je voulais juste préciser pour les gens à qui ça pourrait faire peur, le nombre d'heures aussi à l'accouchement. Pour moi, en tout cas, il y a une dimension où là, on en parle de manière objective après coup. Donc, quand on dit des heures, ça paraît énorme, mais en fait, quand on est dans l'aventure, on est dans l'aventure. Et du coup, ok, c'est long par fatigue,
Mais en fait, les heures s'égrènent aussi d'une manière totalement différente. La perception du temps est perçue différemment. Ah oui, j'ai pas vu passer, moi. Franchement. Oui, voilà. Tu l'as senti dans ta chair, du coup, à cause de la fatigue, mais ce truc des heures, en fait, on compte pas les heures de la même manière. Ouais. C'est pas à la manière que nous, on s'imagine 2 jours, oh là là, ça paraît immense. Et tous les premiers accouchements ne sont pas aussi longs. C'est ça. Puis c'était du pré-travail. Si on compte vraiment, à partir du moment où on est arrivé à la maison de naissance, on a fait du coup 16h, 7h20, donc ça fait 15 heures, quoi. Ouais. 15h20, c'est pas non plus exceptionnel. Non, c'est pas pour un premier accouchement, c'est pas énorme. C'est vrai qu'il y a justement même des femmes qui nous ont partagé que le moment du pré-travail, elles ont même fait en sorte de pas prévenir leur conjoint s'il était déjà endormi, en tout cas, pour justement qu'il puisse se reposer et que il ait de l'énergie plus tard. Donc c'est en effet le pré-travail, ça peut être un moment de repos opportun, comme tu viens de le dire, pour le coparent afin qu'il ait de la réserve d'énergie. Et la femme aussi parfois. Pour la deuxième partie de. Il y a des femmes qui arrivent à dormir l'expérience, sur des contractions de pré-travail aussi, quoi. Ouais, et puis même tout au long du travail, des fois, entre les contractions et tout. Enfin, quoi qu'il en soit, un grand merci d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Ton témoignage apporte un regard précieux et aussi nouveau dans notre podcast parce que tu es seulement le deuxième papa qu'on a l'occasion d'avoir en invité. Donc, t'as pu vraiment nous apporter quelque chose sur le rôle du père dans l'accompagnement maison de naissance. Et on espère du coup que ça profitera à plein de futurs papas à mieux appréhender à la fois leur place dans toutes les étapes depuis la conception jusqu'au postpartum et aussi les rassurer afin qu'ils se sentent pleinement impliqués dans cette aventure à tous les niveaux. Merci encore pour ta sincérité. On te souhaite plein de bonheur avec toute ta petite famille. Et un petit message à nos auditeurs aussi, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre un petit commentaire ou un petit like. C'est aussi ça qui permet la visibilité de ce podcast et qui nous permet aussi à nous de vous offrir toujours plus de contenu et d'épisodes pour les mois à venir. Au revoir Jim, à bientôt. Au revoir. Au revoir Jim. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.